pour aller jusque-là. D'abord, merci de votre présence nombreuse ce soir. Je suis très très heureux de cette salle remplie pour la venue de Lucie Castet, que je vous invite à applaudir parce que c'est très plaisir qu'elle soit là. Je veux remercier évidemment en tout premier les militants qui ont organisé mon équipe parlementaire, mais au-delà, tous les militants qui sont encore mobilisés cet après-midi et qui vont se mobiliser tout à l'heure pour vous servir les agapes. Remercier Irène Félix, que j'ai vu, mais qui voilà, donc qui est ma suppléante préférée. J'en ai qu'une. Remercier évidemment les forces politiques qui sont présentes, même si j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de provocation à l'entrée, mais c'est comme ça. Remercier les forces syndicales qui sont présentes et qu'on a pu rencontrer tout à l'heure sur un point plus intime sur les questions de la santé. Remercier les associations et évidemment, encore une fois, remercier tous les élus qui sont présents. Je vois Corinne Olivier, maire de Vierzon, j'ai vu François Dumont, j'ai vu mon ancien député honoraire Jean-Claude Saundrier. Vous remercier toutes et tous de votre présence. Et puis dire combien je suis heureux, alors ça a mis un peu de temps, à ce que Lucie Castet, qui est en fait la représentante du nouveau Front Populaire dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire qui rassemble toutes les forces politiques, toutes les forces associatives, toutes les forces syndicales et qui permettent de porter un espoir. Et donc, vraiment, encore une fois, merci de ta présence, Lucie. On est très heureux de l'accueillir parce que ce sera avec des femmes et des hommes de cette trempe, des militants engagés, des militants de l'Union, que nous parviendrons à relever les défis du pays. Les défis, vous savez, ils sont nombreux, hein. Que ce soit sur le pouvoir d'achat, mais je pense que Lucie va y revenir, avec la nécessité de vivre dignement, sur l'abrogation d'une réforme des retraites absolument unique, sur une plus grande justice fiscale. Et quand je dis ça, on a beaucoup travaillé ensemble, c'est là où on a commencé à travailler, sur le programme économique du nouveau Front Populaire et sur un travail qu'on a fait en commun sur le budget. Et par exemple, moi, je suis très heureux qu'à un moment, on ait réussi à faire passer à l'Assemblée un amendement qui prévoit une contribution de 2% sur le patrimoine des 147 milliardaires qui existent en France. 147 milliardaires, c'est 650 milliards d'euros, plus que 700, et c'est 13 milliards qui pourraient rentrer tout de suite dans les caisses de l'État. Et quand vous prenez 2% à Bernard Arnault, il ne s'en même pas passé. Il ne s'en est pas passé. Donc il faut à tout prix qu'on puisse porter de tels sujets de justice fiscale auprès de nos concitoyens. Et puis les défis, c'est aussi les services publics. On a parlé santé tout à l'heure, mais on y reviendra. Je pense sincèrement que le sujet aujourd'hui d'avoir des services publics de qualité sur la santé, l'éducation, la sécurité, la mobilité, ce sont des choses essentielles. Les défis, c'est aussi la nécessaire protection de notre industrie. Et je dis protection à dessein, c'est-à-dire que je crois que face à la Chine et aux États-Unis, il y a un moment, il faut se protéger. Il faut protéger notre industrie. J'ai reçu ce matin des salariés d'une entreprise de Vierzon qui est mise en vente. J'espère qu'elle trouvera preneur, mais chacun peut mesurer l'inquiétude qui existe aujourd'hui dans des entreprises qui notamment travaillent pour l'automobile, l'inquiétude qui existe avec les annonces de diminution de plan de charge et on annonce 200 à 300 000 suppressions d'emplois dans les mois qui viennent. Et évidemment la question de l'indispensable transition écologique. Je ne reviens pas sur les catastrophes naturelles, mais quand on voit ce qui vient de se passer à Mayotte, où aujourd'hui les secouristes, notamment ceux qui viennent de la Réunion, puisque on est en contact avec eux, j'ai des députés dans notre groupe qui sont réunionnais, où ils nous disent 50 à 60 000 morts. 50 à 60 000 morts. C'est-à-dire une catastrophe comme jamais on en a connu. Alors, Mayotte, c'est à la fois la catastrophe de l'ouragan,
mais c'est la catastrophe de la pauvreté, c'est la catastrophe de l'abandon de la République sur un territoire. C'est ça la catastrophe de Mayotte, c'est pas seulement un cyclone, c'est parce qu'à un moment on a abandonné ce territoire, que les gens sont dans des bidonvilles, qu'il y a des sujets de pauvreté et de misère qui font qu'aujourd'hui on va peut-être se retrouver avec la plus grande catastrophe qu'il n'y a jamais eu, plus encore que quand il y a eu le volcan qui en Martinique. Voilà, ça va être quelque chose d'horrible. Donc face à tous ces enjeux, le nouveau Front populaire avait réussi à mettre en route une union dans la diversité très rapidement, juste après la dissolution. Alors, je ne parle pas de la dissolution, hein, parce que, qu'est-ce que vous voulez, un président de la République qui, au moment où l'extrême droite est au plus haut, décide de jouer à la roulette russe. Je l'avais dit dans un discours que j'ai prononcé il n'y a pas très longtemps. Il était tout content, il a dit je leur ai balancé une grenade entre les jambes, on va voir ce qu'ils en font. C'est de l'irresponsabilité. Mais au-delà de cette irresponsabilité, nous, on a réussi, les forces de gauche écologistes, mais aussi toutes les forces sociales et associatives, à porter un projet qui n'est pas un catéchisme, mais qui donne des lignes de force. Et le président Macron, face à cela, parce que n'oublions pas que le nouveau Front populaire, s'il n'a pas gagné de manière absolue, est le premier bloc politique de l'Assemblée nationale. Et en fait, s'il n'y a pas de gagnant absolu, il y a un perdant évident. C'est le bloc central et c'est le macronisme. C'est ça qui s'est passé. Et aux élections législatives, évidemment, nous avons fait bloc pour éviter l'extrême droite, et nous avons aussi montré qu'il fallait un changement de politique. Et aujourd'hui, le président Macron refuse, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, de dire donnons la chance à un gouvernement de gauche et écologiste, à charge pour ce gouvernement, à un moment, de trouver des majorités à l'Assemblée pour porter un certain nombre de projets, comme je le disais, sur le pouvoir d'achat, la transition écologique, l'abrogation des retraites. Donc, à un gouvernement qui aurait eu cette charge à faire, et nous avions décidé que Lucie pourrait porter cette équipe, et le président Macron, avec d'autres, mais j'ai envie de dire, avec toute la droite depuis des années et des dizaines d'années qui pensent que la gauche est illégitime à gouverner. Parce que c'est ça au fond du fond. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que nous étions illégitimes. Et on ne peut pas laisser cette petite musique s'installer. Et donc, moi j'entends dire tout le temps, il faut maintenir la stabilité. Donc il faut maintenir la stabilité. Mais la stabilité, c'est quoi? C'est l'ordre rétabli. Et l'ordre rétabli, c'est quoi? C'est 330 000 sans-abri. Donc il n'en faut pas 320 000, il n'en faut pas 340 000, il en faut 330 000. C'est ça la stabilité? C'est 300 000 licenciements comme on l'annonce dans les mois qui viennent? C'est ça l'ordre rétabli? C'est ça la stabilité? C'est des urgences qui craquent? C'est ça la stabilité? C'est des écoles qui ferment dans nos quartiers ou dans nos villages? C'est ça la stabilité? Ben moi, vous savez, je suis pas pour cette stabilité. Non, je ne suis pas pour cette stabilité. Je suis pour qu'à un moment, les changements qui ont été demandés par les électeurs et par les Français, ils trouvent une concrétisation. À charge pour nous de nous débrouiller après. Et puis, je pense que, y compris la démocratie, d'abord, s'en porterait mieux, mais le président Macron aurait retrouvé, si ce n'est une légitimité, au moins une forme de dignité et de respect des Français à accepter le résultat de ce vote. C'est pourquoi, dans le cadre de nos institutions, nous avons toujours souhaité que ce gouvernement de gauche et des écologistes puisse être formé. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout de suite, mais je ne suis pas sûr que le choix qui a été fait depuis M. Barnier et maintenant M. Bayrou trouve justement une issue et qu'on ne retourne pas bientôt devant l'Assemblée avec une nouvelle censure, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un vote de confiance qui soit demandé le 14 janvier. Et s'il n'y a pas de vote de confiance, il y a un moment où il faut qu'il y ait un vote de défiance. Donc mes chers amis, chers camarades, ce n'est pas toujours facile. On peut parler d'instabilité, mais l'instabilité
et surtout qu'il y a un moment, il faut que notre peuple trouve dans les votes qu'il fait une concrétisation, et cette concrétisation, pour nous, et pour moi en tout cas aujourd'hui, elle s'appelle encore Lucie Castet. Lucie, je te passe la parole. Merci beaucoup Nicolas pour ton invitation. On a mis un petit peu de temps mais on y est parvenu. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous ce soir, de vous voir si nombreux dans la salle. Il y a encore des chaises libres si vous voulez pour ceux qui sont debout au fond. Merci beaucoup, je suis vraiment très heureuse de pouvoir intervenir devant vous. Je souhaite, si ça vous convient, que cette discussion soit la plus interactive possible. Donc je vais dire quelques mots et ensuite, si on peut avoir des questions-réponses dans la salle, ça sera, je pense, le format le plus intéressant pour nous tous, et y compris pour moi. Ce que je vous propose, c'est de parler rapidement de la question de la santé, puisque c'est le thème qu'on a donné à ce déplacement. J'essaie de me déplacer beaucoup, moi, en France, depuis quelques semaines, quelques mois, et en particulier sur les sujets liés au service public. Vous le savez, c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Et on sait spécifiquement que la santé, c'est un thème de préoccupation centrale pour les Français, et c'est bien sûr justifié. Et donc j'ai décidé de faire plusieurs déplacements sur le thème de la santé. Cet après-midi, j'ai eu la chance de visiter le centre de santé de Vierzon. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Marie-Voix et Virginie pour leur accueil. Je ne sais pas si elles ont pu être là, mais je crois pas. Merci. Et aussi merci pour votre engagement. On sait à quel point, on sait que le centre de santé n'accepte plus de nouveaux patients déjà depuis 2 ans. Ça montre à quel point il répond à un besoin central dans la vie des habitants ici. C'est souvent d'ailleurs le premier contact avec le système de santé, c'est le lieu le plus direct d'accès aux soins. Et on sait que c'est en fait aussi une conséquence d'un système de santé globalement surchargé, avec des soignants qui ont des conditions de travail extrêmement dégradées et une perte de sens qui peut en résulter. On en a parlé cet après-midi avec beaucoup de représentants syndicaux et des représentants des différents partis. On a eu une discussion tout à l'heure, Nicolas en parlait. Merci, et j'en profite pour remercier tous les participants pour cet échange très riche. Merci d'avoir dit ce que vous aviez à dire et ce que vous aviez sur le cœur. On a beaucoup parlé du rôle de l'État, du rôle de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, ou du non-rôle de l'Agence régionale de santé. En l'occurrence, c'est ce que vous avez beaucoup mis en lumière et c'est ce qui m'est beaucoup remonté un peu partout quand on parle de santé. Je pense qu'il faut qu'on se redise quelques mots quand même de la question de notre système de santé qui est vraiment dans une situation de délabrement total. On sait que l'hôpital public français est entré dans une situation déjà très dégradée dans la crise sanitaire. Moi, j'ai cru sincèrement à une sorte de sursaut de la part de nos dirigeants pendant la crise Covid. On a tous applaudi à 20h nos soignantes et nos soignants, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignantes, les aides-soignants, les médecins. On les a tous applaudi à 20h, on pensait qu'il allait se passer quelque chose ensuite. Et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Rien de ce qui a été accordé aux soignants, je pense aux petites primes qui ont été accordées, ne suffit à enrayer cette crise qui s'auto-entretient en réalité avec des soignants qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui fait qu'il y a beaucoup de soignants qui s'en vont, qui partent de l'hôpital public et d'autres types d'établissements. Et donc ceux qui restent continuent à travailler dans des conditions encore plus dures puisqu'ils sont moins nombreux, et les conditions d'accueil et de traitement des patients s'en ressentent évidemment, et on a des situations jusqu'à, on en parlait tout à l'heure, des pertes de chance parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde dans les temps qu'on voudrait. Là-dessus, on en parlait rapidement, le projet de budget du gouvernement Barnier aurait impliqué encore des nouveaux déficits pour les hôpitaux publics, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, pour d'autres structures comme nos EHPAD, une nouvelle dégradation des conditions de prise en charge des patients et donc de travail de nos soignants. On en parlait rapidement, il y a une question de crédibilité. On nous a encore dit que c'était ça la crédibilité. Il a été défendu que le projet de budget porté par le gouvernement démissionnaire était dicté par le sens des responsabilités. Eh bien, je vous le dis, mais vous le savez déjà, c'est tout le contraire, puisque on sait continuer à couper dans les dépenses de santé, c'est ça, être irresponsable. Il faut avoir vraiment une vue très courte pour considérer que c'est ça, que c'est responsable de couper les dépenses de santé, ou alors de grandes œillères idéologiques, ou alors les deux, ça arrive. Je connais l'état des finances publiques et nos impératifs économiques, c'est ma formation, c'était mon métier, donc je peux le dire en connaissance de cause. C'est irresponsable de réduire les budgets de la santé,
comme ceux de l'éducation d'ailleurs, comme ceux de beaucoup de services publics, puisqu'on connaît les retombées positives pour la société tout entière et même pour l'économie de ces dépenses publiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en appelle certaines des dépenses d'investissement. Ce sont des investissements dans l'avenir et dans notre population. Et donc ce qui est responsable à l'inverse, c'est de chercher les moyens de financer nos services publics. C'est ce qu'on a fait avec le nouveau Front populaire. On a proposé d'augmenter la fiscalité sur les plus riches et sur les plus grandes entreprises pour pouvoir préserver notre santé, notre niveau d'éducation. Et ça permet à la fois, je le disais tout à l'heure, de vivre mieux, mais aussi de soutenir notre économie, c'est fondamental. C'est donc pourquoi, par sens des responsabilités, le nouveau Front populaire a eu raison, je pense, de refuser le projet de loi de financement de la sécurité sociale du Premier ministre Barnier. Espérons que le prochain gouvernement constitué par M. Bayrou sera à la hauteur des enjeux, même si, nous le savons, nous avons tout pour en douter. Oui, j'essaye de ne pas être que négative. C'est pas dans mon tempérament de trop regarder dans mon rétroviseur, donc je propose qu'on en vienne à des propositions pour l'avenir, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit tous déprimés en rentrant chez nous ce soir. Moi, je vais traverser Paris sur mon vélo, je n'ai pas envie de déprimer, donc je vous propose qu'on parle quand même des solutions qui s'offrent à nous et de ce qu'on pourrait faire à très court terme et ce qu'on pourra faire, j'espère, quand la gauche et les écologistes arriveront enfin au pouvoir. S'agissant de l'hôpital public, je pense qu'il y a deux objectifs qui peuvent être atteints, et la santé en général, hein, d'ailleurs pas que l'hôpital public, c'est un gros défaut de se concentrer que sur l'hôpital public. Je pense qu'il faut enrayer enfin la spirale de dégradation des conditions d'accueil et de travail à l'hôpital public, grâce à l'adoption d'une proposition de loi qui existe déjà, ça tombe bien. Elle est portée principalement par deux parlementaires, un sénateur qui s'appelle Bernard Jomier et une députée qui s'appelle Sabrina Sebaï, qui propose de mettre un nombre minimal de soignants par patient à l'hôpital public. Ça veut dire améliorer la situation, l'accueil des patients à l'hôpital, et ça représente un changement majeur de logique et une rupture avec la gestion comptable et de rentabilité de l'hôpital qui existe aujourd'hui. Et donc, il faut nous battre aujourd'hui avec les soignants pour proposer l'adoption. Aujourd'hui, les soignants sont exsangues, ils sont épuisés. Moi, j'essaye de monter des mobilisations de collectifs de soignants parallèlement pour faire une sorte de spirale positive entre les partis politiques du NFP d'une part et la société civile d'autre part. Les soignants sont fatigués, ils nous disent non, nous on a marre de se mobiliser parce qu'on s'est beaucoup mobilisé après le Covid et tout le monde a dit que c'était formidable, mais en fait il ne se passe rien. Et donc je pense qu'il faut continuer, nous, pour ces soignantes et ces soignants, à se mobiliser. Je sais, Nicolas, que tu vas continuer toi à te mobiliser sur ce sujet qui te tient à cœur. La deuxième mesure de très court terme pour notre système de santé, on en parlait tout à l'heure dans notre réunion, c'est adopter enfin des mesures courageuses pour lutter efficacement contre le phénomène de désertification médicale qui frappe en réalité tout le territoire, hein, les territoires urbains comme les territoires ruraux. Je sais que c'est un sujet très particulier pour le Cher, hein, qui souffre particulièrement de ce phénomène-là. Et bien ça passe notamment par l'adoption d'une proposition de loi pour laquelle Nicolas s'est beaucoup investi. C'est une proposition de loi qui est portée notamment par Guillaume Garot et les parlementaires de plein de partis, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a des sujets sur lesquels on arrive à se mettre d'accord. L'objectif de cette loi, c'est de mieux répartir, mieux former et de mieux accompagner ceux qui soignent au quotidien. Et là-dessus aussi, je sais qu'on peut compter sur les parlementaires du NFP pour faire avancer cette loi. Au-delà de ces deux propositions de loi qui sont centrales pour améliorer notre système de soins à court terme, il faut aussi faire de ce sujet un combat pour les municipales. On en parlait tout à l'heure, c'est effroyable de voir à quel point l'État n'est pas suffisamment présent et à quel point les solutions reposent largement sur les épaules des collectivités territoriales pour lesquelles ça n'est pas une compétence obligatoire et donc qui mettent des financements à part entière pour lesquels elles n'ont pas de ressources fléchées pour répondre à cette préoccupation des citoyens. Ça doit être un enjeu des élections municipales parce qu'on sait que des élus de gauche arrivent et écologistes arrivent à changer la vie des gens concrètement lorsqu'ils ouvrent par exemple des centres de santé. Il faut aussi que cet enjeu soit porté par l'État et soit compris par l'État que des besoins financiers sont très importants et aussi des besoins d'accompagnement en ingénierie, en montage juridique et financier de la part de l'État qui aujourd'hui non seulement n'accompagne pas les collectivités mais en plus leur mettre des bâtons dans les roues. Ça doit être à mon sens un sujet qu'on aborde dans le cadre des élections municipales.
Je vous propose d'élargir un peu la discussion. Il faut, à mon sens, maintenant réfléchir à des solutions de plus long terme et puis parler pas que de la santé, mais vous allez voir, je vais quand même vous parler de services publics parce que c'est quelque chose qui m'importe particulièrement. Je crois qu'on a des raisons d'espérer quand même pour l'avenir. Tout n'est pas noir, on a de bonnes raisons. Mais à court terme, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose pour améliorer aussi vite que possible l'état de nos services publics. Déjà parce que, enfin, vous le savez, hein, je pense que le Rassemblement national est en train de monter partout en France, partout dans les territoires, et je pense que le Cher n'est pas épargné par ce phénomène-là. Et moi, je pense que quand on délaisse les services publics, on délaisse aussi la démocratie, et que les services publics, c'est souvent l'incarnation de la puissance publique et de l'État auprès des citoyens, ce qui est vécu au quotidien, et ce sentiment d'abandon, ce sentiment de délaissement et d'absence de réponse collective et publique à des besoins qui sont des besoins de tout le monde, des besoins récurrents de toute la population, ça nourrit, à mon sens, le vote du Rassemblement national. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller parler aux électeurs du Rassemblement national. Je pense que oui, bien sûr, il y a des idées racistes qui se diffusent dans la société, mais je pense que ce n'est pas le seul moteur de la croissance du Rassemblement national. Et puis je pense qu'il y a plein de facteurs différents qui suscitent du vote pour le Rassemblement national, et donc je pense que la déshérence des services publics est une réponse, enfin est une explication, et je pense qu'à l'inverse des services publics dans lesquels on réinvestirait constitue un antidote, pas le seul, mais l'un des antidotes contre le Rassemblement national. Parce que lorsqu'on n'a plus confiance en l'État, on n'a plus confiance dans des institutions, et on se tourne vers ce qui semble être une solution magique, qui est en fait une solution chimérique, parce que le Rassemblement national ne fera rien pour nos services publics et la cohésion sociale, on est bien au courant, mais c'est ce qu'il vend à longueur de journée à nos concitoyens. Pour reprendre la question de la santé, encore une fois, quand nos concitoyens ne trouvent plus de médecins, c'est en fait la promesse d'égalité de tous face à la santé qui s'effondre, et du coup, plus personne ne croit dans notre modèle social. Je pense que c'est ça qu'il faut restaurer pour refaire de la cohésion sociale et faire en sorte que les gens ne se tournent pas vers des solutions radicales comme celles proposées par le Rassemblement national. Il existe beaucoup d'autres solutions concrètes pour améliorer la situation des services publics. Je pense bien sûr à la situation des enseignants, et il y en a peut-être dans cette salle. Je pense que les enseignants sont traités d'une manière qui est inadmissible dans notre pays. On est dans un des pays où on rémunère le moins bien nos enseignants, alors que c'est eux qui éduquent la jeunesse, qui éduquent nos enfants et qui offrent un avenir et des perspectives à ce pays. Et donc je pense que c'est absolument scandaleux que les enseignants soient traités comme ça, mais non seulement sur le plan financier et budgétaire, c'est pas normal qu'ils soient sous-payés, mais aussi parce qu'on ne les écoute pas. On a eu une succession, un nombre de ministres de l'éducation record depuis quelques années. On a des réformes qui se succèdent sans jamais attendre les résultats de la réforme précédente et sans jamais associer véritablement les enseignants sur les questions pédagogiques et les questions éducatives. Comment veut-on que les gens, dans ce cas-là, les agents publics, se sentent investis d'une mission d'intérêt général si on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, alors que c'est eux qui sont au contact des élèves chaque jour? Ça, je pense que on peut réfléchir à renverser cette situation à court terme en donnant des moyens, mais aussi en écoutant davantage et en montrant qu'on se tourne vers les agents publics. Sur ces sujets-là, si M. Bayrou, je sais que vous en doutez comme moi, mais c'est pas grave, c'est une réponse rhétorique. Si M. Bayrou cherche vraiment à construire des majorités à l'Assemblée, il pourrait proposer de s'atteler sérieusement à ces priorités-là. L'école, la santé, mais aussi... par exemple, le logement ou les moyens donnés aux universités. Vous savez qu'il y a, il me semble, 60 sur 75 universités qui vont être en déficit l'année prochaine. Je crois que c'est du jamais vu. On a même des présidents d'universités qui se mobilisent et qui font des manifestations spontanées. Je crois que ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire récente. Là-dessus, je pense que tous les élus de la nation sont susceptibles d'être intéressés par ces sujets, parce qu'en réalité, ils savent que quand ils vont dans leur circonscription, les gens, ils attendent qu'on leur parle de ça. Et ils attendent des solutions sur ces sujets. Et donc je ne pense pas que les députés de droite se sont particulièrement investis d'une mission pour sauver nos services publics, mais je pense que les gens l'attendent et que les élus le sentent, et que donc il est possible de construire des majorités à l'Assemblée sur ces sujets. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais essayé de faire avec évidemment l'ensemble des parlementaires du nouveau Front populaire, et je crois qu'on aurait pu le faire sur des sujets aussi sur lesquels les diagnostics sont aussi partagés qu'une dégradation des services publics. Là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire.
Au-delà de la question des services publics, je pense également à d'autres sujets prioritaires comme le logement, l'aménagement du territoire, la politique industrielle, t'en as dit 2 mots, ou encore l'agriculture. On a une crise agricole avec des agriculteurs qui souffrent pour beaucoup d'une grande pauvreté. On n'en parle quasiment jamais, on n'en parle que quand on déverse des tonnes de fumier ou qu'il y a des mobilisations des agriculteurs, mais sinon on n'en parle jamais. C'est quand même eux qui nourrissent la France. On n'en parle que quand on parle de la négociation du Mercosur. Et ça, c'est très peu pris en compte par le gouvernement actuel. Là-dessus, il faut, comme pour les autres sujets que j'ai cités, il faut repenser la stratégie. Moi, j'y tiens beaucoup. Il y a la droite qui dit souvent il faut réduire l'obésité administrative, il faut se séparer des fonctionnaires. Moi, je pense qu'à l'inverse, c'est avoir des fonctionnaires qui sont nombreux et qui sont suffisamment formés, qui permettent de tenir tête au lobby, qui permettent de tenir tête au cabinet de conseil et qui soient en mesure vraiment d'écrire, par exemple, la réglementation qui va venir encadrer la pratique des entreprises. Ça, c'est central pour pouvoir mettre en œuvre ensuite une vraie vision politique courageuse. Enfin, et là je vais plus me tourner vers nos collègues des partis politiques, je pense qu'il faut que le changement de méthode qui a été prôné tout l'été par la gauche, par le nouveau Front populaire, par les écologistes, devienne plus qu'un slogan, ou en tout cas perdure. Il faut qu'on soit en mesure de l'incarner. Ça veut dire notamment que quand on sera au pouvoir, on attend un petit peu, mais quand on sera au pouvoir, il faudra tourner le dos à la pratique verticale du pouvoir qui est incarnée par Emmanuel Macron et qui est incarnée aujourd'hui plus que jamais, donc chaque jour un peu plus. En attendant, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise collectivement, et j'insiste beaucoup sur le collectivement, je sais que je suis près d'oreilles attentives. Il faut nous remettre au travail pour gagner les prochaines législatives, les prochaines présidentielles. Il ne faut pas ne penser qu'aux présidentielles. On l'a vu quand il y a aussi les municipales. Mais je pense... L'union est un combat, l'union ne se décrète pas, elle se construit chaque jour, et je pense qu'il faut vraiment s'en rappeler tous les jours, et c'est le sens de l'appel qu'on a lancé avec Marie Tondelier. C'est un appel qui vise pas à créer un couloir supplémentaire dans le NFP, au contraire, c'est de dire bon, il y a un petit essoufflement là, au contraire, les gens attendent ça sur le terrain, les gens attendent que l'union perdure. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est on arrête de se mettre, on arrête les querelles et les noms d'oiseaux et on relance l'espoir qui est né en juillet autour du NFP en l'élargissant. Parce que pour l'élargir, eh bien, il faut aller chercher la société civile. Moi, je trouve, à titre personnel, parce que je viens de là, que la société civile, les partis, alors quand je dis la société civile, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons les syndicats, les associations, les collectifs, tous les gens qui font en fait la politique autrement sur le terrain. Ceux-là, on sait les trouver pendant les élections parce qu'ils font campagne, mais je trouve que de temps en temps, les partis oublient qu'ils ont plein de choses à proposer, notamment sur le fond, parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Et donc je pense que là-dessus, il faut que le nouveau Front populaire s'élargisse, donc à cette société civile organisée, mais aussi à plein d'autres mouvements politiques qui existent, soit qui existaient avant, soit qui sont créés depuis, qui n'ont pas eu le temps d'intégrer le NFP au moment de sa création, parce que vous le savez, ça a été fait dans un temps record, et donc ça n'a pas pu intégrer tout le monde. Et par ailleurs, sur le fond, disons-le franchement, on a, pour pouvoir vraiment gouverner et changer la vie des gens, il nous faut plus que 28%. On était tous très contents quand on a eu 28% à l'été, mais on ne gouverne pas un pays avec 28%, sinon je serais malheureusement ou heureusement pas là pour parler avec vous ce soir. Et donc il faut qu'on vise un élargissement de notre base électorale, il faut qu'on ait une majorité, non pas relative mais absolue cette fois. Et cette majorité, elle ne se gagnera à mon sens que par le maintien de l'unité, sans exclusive et aussi animée d'un esprit de conquête. Cessons de nous définir tout le temps en contre, mais portons aussi un projet en pour. Et à cet égard, je suis absolument convaincue, mais vraiment absolument convaincue que le projet social et écologiste est largement majoritaire dans le pays et largement majoritaire dans l'opinion, pour peu que l'opinion cesse d'être manipulée avec des espèces de panique morale sur l'immigration, sur le voile, etc. Quand on interroge les gens, par exemple, il y a 8 Français sur 10 qui disent qu'ils sont favorables à une revalorisation des métiers dits féminisés. Ben, malheureusement, il n'y a pas 8 Français sur 10 qui votent pour la gauche, mais pourtant, c'est plutôt la gauche qui porte ce genre de revendications. Je pense que si on se tourne de nouveau, on parle de nouveau aux intérêts, notamment aux intérêts économiques des gens, en leur expliquant qu'un vrai programme de gauche, c'est de nature à changer leur vie, y compris via les services publics, eh bien, les gens se tourneront davantage vers la gauche. En tout cas, c'est, à mon sens, la stratégie qu'il faut viser. Et il faut aussi, pour cela, repartir du terrain. C'est encore une fois le sens de l'appel que j'ai lancé avec Marie Tondelier.
on dit il faut additionner et pas soustraire, et ça on s'adresse à nos camarades des partis politiques. On dit qu'il faut aller chercher les voix de ceux qui ne votent pas ou qui ne votent plus, et ils sont très nombreux, et il faut les écouter si on veut les convaincre. Je prends souvent un exemple, quand je parlais avec un salarié d'un boulanger qui me disait j'ai du mal à finir mes fins de mois, et je lui ai dit oui, bah, nous on veut mettre le SMIC à 1 600 €. Et ce monsieur, avec qui j'avais une discussion très agréable, explose de rire quand je lui dis ça. Et ça m'a un peu déconcerté, je lui dis bah pourquoi vous riez? Et il me dit mais parce que 1 600 €, moi, mon patron il pourra jamais me les payer et vous allez le mettre dans la difficulté. Et donc ça c'est un premier exemple. Et l'autre exemple que je prends souvent, c'est quelqu'un dans un village de la Drôme. Il me dit moi quand je dois aller chez le médecin, je dois poser un demi-jour de congé et je dois remplir ma voiture d'essence. Et je fais des dizaines de kilomètres pour aller chez le médecin après avoir attendu des mois pour avoir un rendez-vous. Et je lui dis bah oui, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut davantage réguler la liberté d'installation des médecins. Et il me répond ah non mais moi j'adore mon village, je veux pas qu'on force quelqu'un à venir s'installer là. Sur ces deux sujets, je pense que le nouveau Front populaire propose en termes de programme des bonnes solutions de politique publique, mais manifestement elles ne sont pas comprises. Et donc c'est pas en répétant 100 fois si le SMIC à 1006 c'est la bonne option. Moi je pense que c'est la bonne option, mais il faut qu'on bâtisse un récit global et cohérent pour que les gens se disent que oui c'est possible de rémunérer un salarié au SMIC à 1 600 € et que non ça va pas mettre toutes les entreprises par terre, mais ça veut dire avoir un discours global et cohérent sur la politique économique, ça veut dire construire un projet de société dans lequel les gens arrivent à se projeter. Et ça, c'est pas que les gens ne comprennent pas, c'est nous qui nous exprimons pas suffisamment bien, ou parce qu'on n'a pas les bons mots, ou parce qu'on n'a pas de récit global. Et ça je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille tous ensemble. Bref, en tout cas, je pense qu'on a beaucoup de travail devant nous. Je pense qu'on n'a pas de temps pour les chicaneries, pour les petites phrases qui vont conduire à affaiblir nos camarades de gauche. Moi, j'essaye de m'en abstenir. En tout cas, c'est, disons, mon ADN politique très récent, puisque je ne suis pas là depuis longtemps et je m'impose cette discipline. Pour l'instant, j'y arrive, mais j'espère que je continuerai. Je ne dis pas que le chemin vers la victoire est facile, mais je pense qu'il existe. Je pense sincèrement qu'il existe. Je vous assure qu'il existe. Et c'est cet espoir que je voudrais vous transmettre ce soir, parce que je pense qu'on forme une belle et grande équipe, et donc camarades au travail. Donc on y va sur les questions-réponses. Au moins les questions, alors il y a des réponses. Oui, merci d'être là. Merci pour le combat, le courage. Alors moi, je voudrais faire un petit témoignage et poser une proposition pour être positive et pas que dans le contre. J'habite Châtres, sur Cher, Loire-et-Cher, 1200 habitants. Nous avons un médecin qui s'est battu pour obtenir une maison de santé, pas un centre, mais une maison de santé. Nous avions 2 médecins, dont une habilitée à avoir des internes, ce qui fait que nous avions 4 médecins. L'un des médecins, l'une, a été un peu subverti par un village qui lui donnait un peu plus d'argent que chez nous. L'autre est parti très humainement à l'hôpital faire de la gériatrie et nous n'avons plus de médecin. Et nous avons ce médecin qui s'est battu pendant des années pour créer cette maison de santé, qui a proposé de reprendre 2 jours par semaine à 77 ans. Il a toujours suivi, il a même des gens qui viennent chez lui, ils disent ça coûterait moins cher parce que quand ils viennent chez moi, c'est gratuit et en plus je leur paye l'apéro. Eh bien, le Conseil de l'Ordre lui a refusé cette possibilité. Voilà. Et moi je pense que je vais proposer dans le village qu'on fasse une pétition, j'espère qu'on ira plus loin. Parce que quand même, c'est à cause de l'apéro. Il y a des médecins de 77 ans qui sont au centre 15 pour répondre. Il a toujours fait en sorte de se tenir au courant. Et je pense que, vu qu'il est un peu de gauche, je me demande s'il n'y a pas un peu de... Enfin, deuxième chose que je voulais dire. Nous avons effectivement, nous encore, dans Loire-et-Cher, il y a Déguet, Forestia, et nous avons des boîtes qui ferment, qui sont menacées de fermeture, ou de rachat par des fonds de pension, avec beaucoup d'argent à la clé.
Et moi, je me demande si ce que le NFP propose dans son programme, enfin, le droit de préemption des salariés en cas de vente ou de menace sur leur entreprise, pour en faire une coopérative, nous ne devrions pas l'associer à nos batailles sur le service public et sur les nationalisations. Les PME, PMI, on ne va pas toutes les nationaliser, on ne va pas toutes les rendre en service public, mais on peut les aider avec le service public à ce que les salariés deviennent les propriétaires de leur entreprise, les mettre sur d'autres voies avec des d'ailleurs ils ont des propositions à Forestia par exemple, ils ont des propositions d'alternatives, de modification de la production, et donc moi je pense que ça devrait être un des sujets de campagne et de dépôt d'une loi qui existe, qu'on a faite, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, elle existe, elle est prête, les fédérations de SCOP sont d'accord pour aider, etc., etc. Donc voilà, je pose cette question. On va prendre plusieurs questions. On va prendre plusieurs questions. Bon, elle a dit un homme, une femme. Une femme et un homme, c'est quand même Lucie qui décide. C'est compliqué de me faire passer pour une femme, non? Moi, je voulais d'abord vous dire merci Nicolas, merci d'être là, parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a besoin d'espoir. Et ça, il faut travailler ça, il faut le garder. Et le message que je donne, c'est à toutes les forces politiques, les 4 forces politiques de gauche qui existent, il faut qu'on arrête les petites virgules, les points virgules, etc. Il faut rester ensemble, il faut rester unis. Les gens souffrent de tout. À midi, j'ai mangé avec des copains. Un Dorval, qu'il y en a qui connaissent dans la salle. Il ne peut pas se faire soigner les dents. Il a trouvé un rendez-vous en allant sur Doctolib à Sérilly. Un autre qui a besoin d'aller chez un podologue, le podologue de Saint-Amand, il ferme, il a trouvé à Saint-Martin d'Auxigny. Un autre pour aller trouver un dentiste, c'est à Issoudun. C'est des gens qui souffrent, ça. Donc on n'a pas le droit, nous, de gauche, qui sommes pour une autre vie, on n'a pas le droit de les décevoir. Donc il faut continuer de construire, de préserver cette union. Sans union, on n'y arrivera pas. Ensuite, c'est juste, on cherche encore, on a cherché un Premier ministre, on en a trouvé un deuxième. C'est un homme, un seul, qui est président de la République, qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale, qui nomme un Premier ministre. Ce Premier ministre cherche des ministres, mais nous, on existe où maintenant? La démocratie, elle est où? Est-ce qu'on donne notre avis par rapport à ce choix du Premier ministre, par rapport à ce choix des ministres? On dit rien, on attend. On allume la radio, la télé, on attend. Et je pense que, comme Macron ne veut pas la proposition du NFP, Lucie Castet, félicitations, comme Premier ministre, je pense que ces 4 forces de gauche, je pense aux présidentielles qui peuvent peut-être venir plus tôt qu'on pense, comme Macron ne veut pas de Lucie Castet, nous on propose Lucie Castet. Et il faut, parce que moi j'en peux plus, quoi. Ça doit se sentir un peu, mais je n'en peux plus. Et à la présidentielle, s'il y en a une, je dis ça, mais je le dois dire, parce que je mène un petit combat dans mon coin aussi, mais il faudrait qu'il y ait une équipe avec notre candidat à la présidence de la République. Il faudrait qu'on forme notre gouvernement avant. Comme quand on propose une municipale. Il y a un chef de file on sait qui va être maire, s'il est élu. On sait déjà après dans la foulée qui va être les adjoints, les conseillers municipaux. Je pense qu'il faut qu'on donne cette image nouvelle aux Français qui veulent autre chose. Il faut qu'il y ait un groupe qui travaille, qui fait des réunions publiques, etc. Voilà. Voilà où j'en suis. Et donc, merci d'être là, mais surtout, il faut qu'on conserve cet espoir que vous nous amenez. Ça fait du bien. C'est limite pas par jour.
Bonjour à tous. Alors moi je viens de l'éducation nationale, je suis retraité de l'éducation nationale. Je me suis intéressé à la politique toute ma vie et je suis conseiller municipal dans un village rural situé à Chassis, situé à 38 km de Bourges et à 30 km de Nevers, donc dans le milieu rural parce que j'ai gardé la ferme de mes parents, donc je connais les problèmes de l'agriculture et je m'y intéresse. Donc je m'intéresse à plein de choses en fait. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Je ne connais pas grand monde dans l'assistance, mais je connais M. Sansu depuis plus de 20 ans, puisque j'ai travaillé 3 ans à Vierzon. Donc, je suis là parce que je lutte fermement depuis toujours pour avoir gardé nos libertés, la démocratie, la République. Je suis d'origine polonaise, je suis allé en Biélorussie et je sais ce qui se passe dans un pays totalitaire. Donc j'ai pas envie qu'on arrive là. Donc je lutte contre le Rassemblement national. Dans mon village, on vote toujours, la majorité c'est toujours à peu près Rassemblement national, et pourtant je connais bien les gens, je discute beaucoup avec eux, mais je n'arrive pas à les convaincre. Pourquoi? Beaucoup de gens ont des petites retraites, ils ont travaillé toute leur vie, et ils ont des petites retraites. Alors ils me disent, ben oui forcément toi tu as une bonne retraite, ça va bien, tout va bien pour toi et tout. Ce qui est vrai. Dans l'éducation nationale, j'ai fini principal d'un petit collège, mais quand même principal de collège, et donc j'ai quand même une bonne retraite. Et ça va, je peux voyager, la vie, ça va. Mais les gens donc, ont des petites retraites, des petits salaires, parce que souvent dans mon village, ils sont aides à domicile, ou voilà, des petits salaires. Et ils votent Rassemblement national. Et ils me disent pourquoi. Ils me disent qu'ils ont été déçus vraiment par la gauche, 10 ans le pouvoir, la gauche a eu 10 ans le pouvoir avec Mitterrand, 5 ans avec Jospin, 5 ans avec Hollande, et elle n'a rien fait pour eux. Voilà ce qu'ils me disent. Les enseignants sont sous-payés, oui, mais au cours de ces 20 ans de pouvoir de la gauche, qu'a-t-il été fait pour les enseignants? Qu'a-t-il été fait pour les petites retraites? Et le numerus clausus, la santé, le numerus clausus quand même, ça fait 20 ans ou 30 ans que j'entends mon médecin me dire, il n'y aura plus de médecin. On n'a fait aucune anticipation, on n'a rien prévu, que ce soit la droite, la gauche, moi je les mets tous dans le même panier. Voilà. Donc je suis là, je suis très content d'être là, parce que je m'intéresse à la politique. Je n'ai jamais milité dans un parti politique, parce que ça m'a toujours écœuré de voir qu'on défend son parti avant de défendre l'intérêt général et l'intérêt du pays. Voilà, je vous dis ce que je pense, je n'ai pas vraiment de questions. La question c'est quand même, c'est la gauche dit toujours il faut prendre l'argent aux riches, c'est vrai, je suis d'accord parce que moi j'ai souvent presque tout le temps voté à gauche, hein, j'étais dans l'éducation nationale, je ne pouvais pas tellement faire autrement, mais j'ai des valeurs de gauche de toute façon. Hein. Mais l'argent, si on pouvait le prendre aux riches, on l'aurait déjà fait parce que Hollande, quand il a dit mon ennemi c'est la finance, moi j'y ai cru. Et malheureusement il n'a pas fait grand chose. Voilà, donc ça ne doit pas être facile. Et deuxième chose, quand on dit il faut, la droite elle dit il faut diminuer les dépenses dans la fonction publique, elle le dit tout le temps, elle n'arrive pas à le faire non plus. Donc ça ne doit pas être facile non plus. Donc moi je suis de aucun parti, en ce moment je soutiens un député que j'apprécie beaucoup parce qu'il dit exactement les choses comme je les pense. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on refait tourner le micro après parce qu'il faut que Théo continue à marcher. Mais on lui fait une petite pause. Théo, je vais essayer de répondre longtemps pour que tu te reposes. Je vais prendre les questions dans le désordre. Je vais vous répondre, madame, parce que j'ai bien aimé. J'aime bien l'élan de votre intervention. En fait, moi non plus, je fais partie d'aucun parti. J'ai fait une brève incursion dans l'un des partis du NFP dans ma jeunesse. Mais en fait, j'ai été très vite déçue par le fait que j'avais l'impression que les gens étaient pas mal professionnels de la politique et que quand ils perdaient à une élection, ils se présentaient à une autre et ainsi de suite. Et j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de renouvellement et puis beaucoup de débats d'idées. Et donc c'est ça qui m'a fait un peu fuir les partis et c'est ça qui m'a donné envie de m'engager dans un collectif citoyen, dans une association, pour défendre les services publics et puis dans d'autres types d'associations avant ça, mais plutôt tourner aussi vers le fonctionnement des institutions, de l'État, etc. Et donc je vous comprends, mais moi je pense qu'il y a plein de moyens de faire de la politique et je pense que
c'est en train de se développer considérablement en France aujourd'hui. Moi, je rencontre plein de gens qui sont très impliqués dans le cadre du nouveau Front populaire, qui se sont notamment impliqués pour la première fois, pour certains, des gens très jeunes, dans le cadre des élections législatives, entre les deux tours. Ils se sont mobilisés massivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés dans les débats et ils ont contribué à François Bayrou, non ? Ils se sont impliqués pour contribuer à la campagne des législatives entre les deux tours. Et ils sont restés, mais ils n'ont pas envie ni vocation à prendre leur carte dans un parti, mais ils sont restés et ils sont dans des collectifs, notamment dans des collectifs NFP, sans être représentants d'un parti. Et ça, je trouve que c'est des conditions d'engagement que je trouve particulièrement intéressantes. Au-delà, en plus de l'engagement associatif, qui est quand même très important en France, on dit les gens, ils n'aiment pas la politique, ils tournent le dos à la politique. C'est pas vrai, les gens, souvent, ils tournent le dos aux structures partisanes, mais ils s'intéressent beaucoup à la vie politique et à la vie collective. On a une vie associative et une vie, notamment des bénévoles, qui sont très nombreux en France, ça je trouve qu'il faut le dire. Vous dites que les gens sont déçus par la gauche. Bah moi j'ai rien à dire pour la défense de la gauche, je ne représente pas les gouvernements de gauche précédents, mais moi aussi j'ai été déçu par le mandat de François Hollande. Je pense qu'il a fait une erreur en disant mon ennemi c'est la finance et ensuite en disant par exemple je suis obligé de signer le traité qu'on appelle TSCG qui est un traité européen qui a beaucoup lié les mains de différents pays européens sur le plan budgétaire. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens, je pense qu'il faut dire quels sont nos objectifs politiques principaux et ensuite dire au fil de l'eau quelles sont les contraintes que l'on rencontre sans jamais mentir en disant comment on s'y adapte. Je ne dis pas qu'on est en mesure de tout faire, mais il ne faut pas faire des fausses promesses en sachant qu'on ne pourra pas les tenir. Ça je pense que c'est hyper important. Et quand vous dites ça doit être dur de faire contribuer les riches parce que personne n'y a réussi, ça ne doit pas être possible. Moi je pense que c'est possible et c'est une question de volonté politique. Et c'est une question de courage politique. Et je pense que quand on n'est pas obsédé par sa réélection et qu'on n'a pas comme enjeu de se faire réélire ensuite, eh bien on est délié de cette forme de contrainte. Alors je pense que c'est toujours bien de pouvoir avoir par exemple deux mandats si on veut faire mettre en œuvre un grand projet, mais je pense que quand on n'a pas un intérêt personnel très fort dans le fait d'être élu, ça donne de la liberté et je pense que quand on veut vraiment, on peut. Et je pense que là, on avait proposé ça dans le cadre des discussions budgétaires. On avait réussi aussi à convaincre des députés qui ne sont pas du nouveau Front populaire. On avait réussi à convaincre l'IOT, par exemple, de mettre une taxe sur les super profits. C'est quand même qu'on est parvenu à un consensus sur le fait que notre système fiscal aujourd'hui est inefficace et qu'il est injuste. Et je pense qu'il ne faut absolument pas lâcher la bataille culturelle sur les sujets fiscaux. Parce qu'en réalité, il y a encore quelques décennies, on avait des taux marginaux d'imposition de 80% et personne ne trouvait ça confiscatoire. Et donc, il faut réfléchir en termes d'intérêt général et en termes de financement de nos services publics. Et je pense que ce n'est pas du tout impossible. Pour répondre aux autres questions, quand vous racontiez, madame, la situation du médecin qui a été débauché en quelque sorte par une autre commune qui lui donnait un peu d'argent, un peu plus d'argent par rapport à la première, pour moi, c'est ce qui, il ne faut pas blâmer le médecin en question, mais pour moi, c'est ce qui arrive quand l'État ne joue pas son rôle. C'est ce qui arrive quand l'État ne prend pas ses responsabilités et ne propose pas une politique de santé publique cohérente qui permet d'avoir un maillage territorial satisfaisant. Et donc, ensuite, si on en est à aller chercher des retraités qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps, c'est qu'on a une grande difficulté à pourvoir notre pays en médecins. Et c'est aussi qu'on refuse des solutions qui sont disponibles à court terme, notamment se tourner vers des médecins qui ont été formés dans d'autres pays, qui viennent d'autres pays. Et on sait que les ARS sont extrêmement réticentes à aller chercher des médecins ailleurs. Parfois, je doute de la solidité des arguments qui conduisent à écarter ces médecins-là. Sur la question des entreprises qui ferment ou qui sont rachetées par des fonds de pension, sur la question de soutenir le format SCOP, moi je pense que c'est un format qui est très intéressant. Et qui d'ailleurs permet aussi de se mettre, voilà, il faut que ce discours-là soit porté aussi au service de la bataille culturelle pour dire tout ce qui est purement privé n'est pas systématiquement plus efficace. On l'a vu avec l'exemple de Duralex, j'ai eu la chance de visiter cette usine qui fabrique les verres dans lesquels vous regardez quel âge vous avez immédiatement quand vous asseyez à la cantine. Je suis sûre que ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous. Et bien cette usine a été rachetée sous format SCOP, donc format coopératif. Il y avait il y avait 3 offres différentes, 3 ou 4. C'était celle qui était sous format SCOP qui était aussi la plus efficace sur le plan économique. C'est hyper intéressant et ça montre que en fait, le système économique, la question de la rentabilité, elle n'est pas simple et qu'elle doit être regardée à l'aune aussi de plein d'autres
de plein d'autres indicateurs, et donc je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas bien compris la question, le lien que vous faisiez avec les services publics, mais on pourra en reparler après si vous voulez. Vous avez besoin d'espoir, nous aussi, je partage tout ce que vous dites. Vous avez devant vous deux fervents défenseurs de l'unité, c'est pas nous qui allons la laisser tomber. Moi je suis d'accord avec vous, de toute façon je pense qu'on n'a pas le luxe des divisions, et donc il faut essayer de continuer à avancer tous ensemble. Je ne peux que être d'accord avec vous, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas décevoir les gens, mais en fait je pense que quand on dit qu'il ne faut pas décevoir les gens, il faut que nous tous on ne les déçoive pas. Aussi, il faut qu'on continue à se mobiliser chacun où on peut, et c'est bientôt Noël, je pense à tous les tontons fachos qu'on a tous dans notre famille, tout le monde a un tonton facho. On est tous le tonton facho de quelqu'un, mais quand même plus ou moins. Et donc il faut convaincre le tonton facho. Non, en vrai, j'ai pas de tonton facho, mais je suis sûre qu'on a tous quelqu'un de plus à droite que nous dans notre famille. Après combien de verres de vin et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça reste un mouvement collectif. Et moi, je crois vraiment dans la pression populaire, notamment vis-à-vis des partis. Parce que c'est marrant, tout l'été, moi j'ai été dans beaucoup d'endroits et j'ai rencontré des militants du Nouveau Front Populaire, notamment des militants des partis, qui me disaient dites-leur aux chefs de parti que nous, on veut rester unis. Et je leur disais, mais dites-leur vous aussi, parce que moi, j'ai pas le pouvoir de les laisser. Enfin, j'explique tout ce que je peux, mais bien sûr, je le fais pas toute seule avec mes petits bras. Et je pense qu'il faut que les citoyens disent ça aussi, parce que je sens que c'est une demande qui est vraiment, vraiment très partagée, la demande d'union. Et donc, voilà, ne nous décevons pas collectivement. Merci Lucie, je pense que ce qu'elle a dit est essentiel sur la question de ne pas décevoir, parce que on sent bien qu'il y a un risque aujourd'hui d'éclatement. On ne va pas se raconter d'histoire. Les chefs à plumes aujourd'hui comptent leurs plumes. Voilà. Moi, je suis persuadé que si c'est ça, si on déçoit une autre fois, parce que c'est quand même arrivé plusieurs fois dans l'histoire, si on déçoit une autre fois, il n'y aura pas de rattrapage ce coup-là. Voilà. Ce qui a été possible le 10 juin, 11 juin, 12 juin, 13 juin, en sortant un programme, une candidature par circonscription, quelque chose qui fasse à la fois échec à la Macronie et barrage au Rassemblement national, ça on ne le rejouera pas une dernière fois si on repart désunis. Moi je pense qu'il faut partout en France, mais je l'ai déjà dit au sein de mes instances, partout en France, réussir à conserver le nouveau Front populaire et donc créer des comités nouveaux Front populaire. Voilà, moi je vous le dis, je pense que si on ne le fait pas, on va au-devant de graves dangers pour la gauche et les écologistes, mais ça c'est pas très grave, mais pour le pays. Et donc à un moment, prenons nos responsabilités. Ça n'empêche pas d'avoir des engagements partisans. Ça n'empêche pas que les uns et les autres existent à côté et aient des engagements partisans. Mais si jamais on ne fait pas ça, parce qu'un comité NFP, ce n'est pas une addition de 4 partis politiques ou de 5 partis politiques. Ce sont des gens qui, y compris en dehors des partis politiques, comme Lucie Castet par exemple, s'impliquent. Ce sont des gens qui, venant des syndicats, venant des associations, peuvent s'impliquer. Il y a un truc exceptionnel, c'est que pendant la campagne des législatives, on n'a jamais eu autant de personnes qui sont venues nous aider. Jamais. Et pourtant, on est un parti organisé ici. On a des choses. Et donc ça veut dire que ça, ce souffle-là, on n'a pas le droit. Alors, on ne va pas le retrouver comme ça, parce qu'une campagne, c'est une campagne. Mais on n'a pas le droit de faire en sorte qu'il meure, ce souffle-là. Et donc voilà, donc moi je vais vous inviter à vous inscrire pour faire un comité du nouveau Front populaire ici dans le Cher, parce que je crois que c'est très important, pour qu'on puisse à un moment aussi faire pression nationalement sur nos chefs à plumes, parce que c'est ça la réalité qu'il faut réussir à faire. Voilà, donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que cette union et cette unité qu'on appelle de nos voeux, elle vaut pour toutes les élections. Peut-être pour une présidentielle anticipée, comme l'a susurré Rémi, sans le dire vraiment, mais en le disant, mais aussi pour les élections municipales. Celles et ceux qui prendront la responsabilité de casser l'union dans les municipalités où aujourd'hui les forces de gauche et écologistes
sont ensemble, auront une lourde responsabilité sur l'avenir de la ville et du pays. C'est qui a le micro? Merci. C'était où? Je veux garder le micro. Non, vas-y. Bonjour. D'abord, moi, une petite remarque sur la question de la stabilité, puisque ça a été évoqué en introduction. Si on a bien un qui est responsable de l'instabilité du pays, c'est bien Macron, parce que 4 premiers ministres en un an, quand même, c'est fort. C'est peut-être pas fini, hein. Voilà. Parce que je ne suis pas sûre que Bayrou incarne la stabilité. Et non, mais c'est vrai que certains cherchent à faire peur sur ces questions d'instabilité, et donc il faudrait rejoindre le gouvernement Bayrou pour une meilleure stabilité, parce que voilà, on ferait peur aux investisseurs, etc. Mais mon sujet, moi, d'intervention, ça serait plutôt sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, parce que c'est un sujet essentiel, essentiel pour tous les travailleurs. Et puis, bon, on a mené de longues luttes et de jours de grève et puis de fortes manifestations, et c'est très ancré dans notre conscience l'abrogation de la réforme des retraites. Monte une petite musique qui m'inquiète, c'est la question d'une conférence sociale, une conférence de financement sur le financement de la retraite. Et ça m'inquiète un petit peu parce que si on discute du financement de la retraite, avec Bayrou et le patronat, je pense qu'on va vers des désillusions qui ne serviront pas justement le NFP. Donc je voudrais rappeler que le mot d'ordre, c'est bien l'abrogation de la réforme des retraites et non pas d'aménager des dispositifs de la réforme des retraites. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Donc on est ici à Vierzon, donc on a parlé des services publics, de la santé, des écoles. Donc moi ça me fait penser à un joli dessin qui date un peu, un joli dessin humoristique lors de grands conflits à la SNCF. Pourquoi entretenir des petites lignes? Donc il y avait un dessin SNCF, pourquoi entretenir des petites lignes? À la santé, pourquoi soigner des maladies incurables, des malades incurables? C'était les questions posées. Et troisième point, c'est sur l'école, pourquoi éduquer des crétins? C'était ça ce dessin humoristique. Donc voilà, donc, je voulais rajouter quand même dans le paysage, jusqu'à Vierzon quand même, on est, je ne vais pas vous le rappeler, mais quand on est dans un nœud ferroviaire, une ville historiquement aussi tournée vers la métallurgie, vers l'industrie. Donc c'est ces sujets-là aussi qu'on doit porter, nos politiques. Bon alors nous, je vais pas revenir sur le conflit qui est passé un peu inaperçu à la SNCF, sur les sujets que vous connaissez certainement. Je peux vous les rappeler si vous le voulez. Oui, je vais vous les rappeler, donc on me le souffle. Donc effectivement, donc on avait 3 sujets importants sur le conflit qui a été mené à la SNCF. C'est la question du fret ferroviaire, puisqu'on en a encore dans le Cher. Il y a des départements où il n'y a plus du tout de transport de marchandises, il faut le savoir. Il y a le sujet d'arrêter les processus de filialisation du transport TER. Et troisième chose, ça revient à mon dessin, la question de la planification de l'investissement dans l'infrastructure et de la maintenance de l'infrastructure. Puisque ce qui nous prend au nez, c'est des fermetures de lignes. Voilà, donc voilà, c'est ces sujets-là, je vous les rappelle. Maintenant, nous, ce qu'on a fait à la CGT Cheminot, c'est au moment de la dissolution, de se mettre en ordre de marche pour faire barrage à l'arrivée au pouvoir du RN. Donc on s'est engagé dans une campagne. On s'est engagé sur un programme.
dans ce programme, il y avait le moratoire sur la discontinuité de frais de SNCF. C'est une première chose. On parlait des fonds de pension. En 2000, on a eu le service national des marchands de la messagerie qui a été sorti de la SNCF. Il a été racheté par des fonds de pension un an après, quasiment. Et ce service, qui aurait une pertinence aujourd'hui avec l'augmentation des ventes par correspondance, il a disparu. C'est ce qui va arriver à Fret SNCF, qui est structurant pour le transport de marchandises par rail. Dès 2026, c'est l'ouverture du capital, et forcément, ça va intéresser des fonds de pension, puisqu'il faut trouver un débouché au capital. Il faut augmenter les taux de profit, donc il faut bien trouver d'autres débouchés. Donc voilà la situation. Donc nous, on s'est engagé dans la campagne, donc on demande, on exige que le nouveau Front populaire reste uni. Pas dans l'unité de façade, pour satisfaire quelques ambitions personnelles, on veut une unité d'action. D'action pour appliquer le programme. À commencer par le moratoire. Et la suite, pour un service public ferroviaire. Parce que nous, notre travail, il a une valeur. Il a une valeur qui est équivalente aux enjeux écologiques actuels. Il est à la mesure, à la proportion des enjeux écologiques. Et on voit le résultat. Beaucoup sont dans le déni, dans le déni sur le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Mais là, on a quelques exemples récents qui doivent nous engager. Donc moi, à mon niveau, j'appelle donc toutes les forces politiques déjà à rester unies. Et je rappelle quand même que dans le nouveau Front populaire, il n'y avait pas que des associations, des ONG, des collectifs, il y avait des syndicats qui sont engagés. Pas tous, au même niveau. Nous, à la SNCF, on s'est engagé à faire voter NFP. Ce n'est pas toutes les organisations syndicales qui l'ont fait. Mais globalement, toutes les organisations syndicales se sont positionnées pour faire barrage à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc voilà, maintenant, on veut pas qu'un retour sur investissement parce que on le voit. Notre combat, il a été un peu éludé par la question de la censure et d'une nomination d'un nouveau Premier ministre. Donc maintenant, j'en appelle à ceux qui veulent enjamber les municipales et les législatives, qui se projettent déjà sur des élections présidentielles, qui n'oublient pas sur quoi nous nous sommes engagés, nous les syndicats. Voilà, donc c'était pas forcément une question. Maintenant, sur la question des transports, quand même une question. Est-ce que c'est quoi la vision, votre vision, chère Lucie, sur la politique des transports en France, quoi? Est-ce que c'est le vélo le vélo qui est l'architecture, l'ossature d'une organisation des transports? Je ne pense pas, quoi. C'est des transports collectifs. Et c'est pas les bus promis par feu Monsieur Durovray. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Donc quelle politique des transports, quelle est votre vision là-dessus, pour nous éclairer. Après, moi j'habite un territoire rural. Effectivement, on a besoin de toutes les forces d'élargir le nouveau Front populaire à d'autres personnes, parce qu'il y a plein de personnes de gauche. Sauf qu'on a un problème d'union et d'unité d'action. Donc les comités, effectivement, c'est une piste, mais il ne faut pas que ce soit une tribune pour certains. Voilà, et ben j'avais terminé, donc j'ai quand même une question. Oui, Jean-Pierre Charles, Graciac est un village à 25 km d'ici. Parmi les thèmes sur lesquels il nous faut
rassemblés parce que ce sera l'union, si je peux dire, des rats des villes et des rats des champs. C'est la question de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est un sujet absolument transversal. Les chiffres du recensement viennent encore d'indiquer que nous continuons à perdre des habitants dans le Cher, parce que d'une part, il n'y a pas de politique industrielle, c'était abandonné, et que par ailleurs, depuis notamment Sarkozy, on a supprimé la data et on a fait la compétitivité des territoires. C'est-à-dire, on a cassé la République. Donc, la question de la... Parce que je prends toujours un exemple. On parle de la médecine, mais d'où ça vient? On parle du logement, mais d'où ça vient? Parce que je fais toujours une provocation en disant il n'y a pas de crise de logement en France. On a dit qu'il manque 600 000 logements en France. Non, on en a déjà 15 000 dans le Cher. On vous les propose tout de suite. Hein. Ils sont vides. Ils sont vides. Donc, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de vouloir... il faut dire clairement que nous refusons une politique qui continue à accumuler les gens dans les grandes métropoles. Tout ça parce que le capitalisme a décidé que c'était plus rentable de nous mettre dans des endroits à 2 heures de notre temps de travail, alors que nous pouvons ici avoir des projets. Donc je pense que la question de l'aménagement du territoire, et c'est pas un hasard si le RN fait des scores très importants dans nos départements ruraux en général, c'est parce qu'effectivement nous ne donnons pas de perspective et que les gens ici se croient obligés à un moment donné, notamment pour les enfants, d'aller travailler en ville, d'aller étudier en ville, etc. Voilà, donc je ne tiens pas un discours anti-ville, attention, hein. C'est pas du tout cela. C'est un discours hyper républicain, je veux tenir, et qui consiste à vouloir effectivement faire en sorte que l'ensemble, et qu'il y ait un véritable aménagement du territoire. Oui, nous sommes un pays, une république, et il faut un État, il faut une république qui effectivement donne ce type d'orientation. Je vous remercie. Je vais commencer par répondre à la question sur la réforme des retraites. Pour moi, il est évident que la réforme des retraites telle qu'elle est passée dernièrement doit être abrogée pour 2 raisons. D'une part, pour les raisons que vous rappeliez, la façon dont ça a été adopté n'est pas acceptable sur le plan démocratique. Il n'y a même pas eu de vote puisque c'est passé en force à l'Assemblée. Vous le rappelez, il y avait eu un consensus syndical et par ailleurs il y a plus que 7 Français sur 10 qui étaient défavorables à cette réforme. Donc pour des raisons démocratiques, d'une part, je pense que ça doit être abandonné, et d'autre part pour des raisons liées au fait que, en réalité, les gens qui vont plus payer cette réforme des retraites, c'est des gens qui vont devoir travailler 2 ans dans des conditions, 2 ans supplémentaires dans des conditions qui sont inacceptables. Et je trouve que les récentes discussions à l'Assemblée nationale ne font que renforcer la nécessité de revenir sur cette réforme, avec des députés qui disent mais 2 ans c'est quoi, ça va, c'est rien 2 ans, mais ça montre qu'ils ne savent pas ce que c'est 2 ans supplémentaires quand on travaille dans des conditions effroyables, qu'on a mal au corps, qu'on a mal au dos, qu'on a mal aux mains, qu'on a mal aux bras. Je pense que c'est une question de justice sociale. Ensuite, il y a la question, ça n'opère pas la question du financement. En 2025, on estime que l'abrogation, ça coûterait environ 5 milliards d'euros. On l'a dit tout à l'heure, je pense que tout ça c'est finançable. Il faut mettre de l'argent en face. Je pense que c'est intéressant de faire une conférence sociale sur le financement, mais sur le financement de l'abrogation, donc sur le financement de notre régime de retraite. Et donc ça, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Je dis ça parce qu'on est proche de l'heure du dîner, et donc je prends le risque de vous donner un petit peu faim, encore un peu plus. Donc voilà, je pense qu'il faut rappeler le fait que l'abrogation c'est ce que l'on souhaite, et ensuite que ça n'empêche pas de faire une conférence sociale, parce qu'on a des enjeux de financement de notre système de retraite, mais comme on a des enjeux de financement globaux de notre système de sécurité sociale, de notre système de santé, etc. Donc, mais il faut les deux, et il faut, à mon sens, la conférence de financement, elle se justifie aussi sur le plan de la méthode et le plan démocratique. Il faut que les organisations syndicales soient associées aux discussions sur la façon dont on va financer notre système de retraite. On peut en reparler après. Ensuite, la question sur le ferroviaire. Déjà j'aime bien les trois questions. Je pense que pour le coup les réponses sont les mêmes pour entretenir les petites lignes, soigner les maladies incurables et éduquer des crétins. Je dirais que éduquer les crétins, pour le coup, c'est encore l'intérêt d'éduquer les crétins est vraiment extrêmement, enfin on le voit, il est immédiat. Je vous avais fait une longue intervention sur le fret, j'y reviens pas, je comprends très bien ce que vous dites, et vous m'interrogez sur
ma vision de la politique des transports. Alors vous avez à la fois fait la question et la réponse, mais je ne vous ai pas répondu que ma vision des transports, c'était simplement déployer le vélo dans les grandes zones urbaines, même si je trouve que c'est très bien de déployer le vélo dans les zones urbaines. Pour répondre en quelques termes, je pense qu'il faut financer massivement nos infrastructures, et y compris les petites lignes, et sortir de la logique de rentabilité pour une politique de transport qui doit être en réalité servir le mariage territorial de notre pays. Il faut penser évidemment désenclavement, et quand je dis désenclavement, c'est pas que des zones rurales. Il y a des gens en banlieue parisienne qui mettent des heures à aller à leur travail parce que les transports ne fonctionnent pas ou parce que les transports ne vont pas jusqu'à chez eux. Je pense qu'il faut penser planification. Et ça rejoint complètement la remarque de monsieur sur la planification et l'organisation du territoire, sur l'aménagement du territoire. Je pense qu'on a aujourd'hui eu des politiques, mais depuis des décennies, qui n'ont pas été en cohérence les unes avec les autres. On a totalement, et vous avez raison, accentué la métropolisation de notre territoire. On n'a pas pensé l'évolution de notre système de transport parallèlement à cette métropolisation qui a été encouragée, vous l'avez dit. Et on a une situation où le recours à la voiture explose. Mais on demande aux gens d'électrifier la flotte de voitures sans leur donner de moyens supplémentaires. Donc, on a des politiques qui sont totalement incohérentes les unes avec les autres, et donc il faut une approche globale qui permet à la fois de penser la façon dont on organise notre territoire et la façon dont on peut se transporter d'un point A à un point B en considérant l'aménagement de notre territoire, d'une part existant et d'autre part souhaité à venir. Voilà, réinvestissement massif dans les services publics, sorti de la logique de rentabilité, sans considérer que l'argent pousse sur les arbres, mais c'est quand on a un objectif de politique publique et de service public, il faut l'atteindre et il faut se donner les moyens de l'atteindre. Juste pour répondre un tout petit peu à l'abrogation, c'est l'abrogation. Il n'y a pas de... Là-dessus, c'est clair. Je veux dire, ONFP, abrogation, c'est abrogation. Après, conférence sociale avec les syndicats, c'est autre chose. Mais l'abrogation, c'est l'abrogation, et ça reste dans le programme, ça reste la première mesure. Et c'est là-dessus aussi qu'un certain nombre de députés NFP ont fait campagne quasiment à 100%. Ça n'a été mon cas, je n'ai pas fait à 100%, mais donc c'est très clair, c'est ça. C'est la première des choses. La deuxième, sur le train et le fret, on a demandé comme première mesure, Stéphane, le moratoire. Ça a été demandé, y compris, on peut avoir débat s'il faut aller voir Bayrou, pas aller voir Bayrou, aller voir Macron, pas aller voir Macron, mais ça a été mis sur la table. Alors je ne dis pas que ça aura des effets, mais au moins, d'ailleurs vous avez peut-être vu, il y a une lettre, un courrier, une adresse qui a été signée, y compris par moi, je crois, je suis sûr, pour demander le moratoire sur le fret. Faut bien voir l'enjeu du ferroviaire. On aura l'occasion, Stéphane, de faire une rencontre colloque sur la question du ferroviaire dans tout le département du Cher avec les associations qui s'en occupent, les syndicats, etc. Parce que je crois que c'est un sujet majeur, à la fois de déplacement, à la fois de réponse à la décarbonation nécessaire. Et puis, aujourd'hui, je vois quand même que de plus en plus de voyageurs prennent le train. Donc, je suis parmi ceux qui prennent le train, je vois qu'il y en a de plus en plus. Et donc à un moment, il va falloir répondre en matière d'investissement, parce qu'on ne va pas être au rendez-vous au niveau des investissements nécessaires. Et deux, il va falloir répondre évidemment en matière de ressources humaines et de gens qu'on met dans les trains et de services publics. Et puis sur le fret, ça va être un sujet majeur parce que le gouvernement raconte n'importe quoi. Le président de la République, l'exécutif raconte n'importe quoi. Ils expliquent qu'ils vont mettre de 9% des marchandises transportées par le fer aujourd'hui à 18% d'ici une dizaine d'années, sans mettre aucun moyen. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Et c'est évidemment extrêmement dommageable pour l'environnement. Donc ça va être une bataille à mener, mais regardons aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a une appétence pour le déplacement par le fer. Donc cette appétence-là pour nos concitoyens, parce qu'elle est quand même énorme. Après, il y a des sujets sur le prix, il y a des sujets sur l'ouverture à la concurrence, il y a des sujets sur la régularité, sur le matériel. Mais cette appétence-là, elle peut nous aider à un moment à gagner le fait qu'on explique que les marchandises aussi peuvent passer par le fer plutôt que par la route,
Et je crois que ça va être un des enjeux qui va venir dans les quelques années qui viennent. Continue. Voilà. Pas que des cheminots. Moi, je voudrais juste dire que, vraisemblablement, si le nouveau Front populaire a pu se constituer, c'est parce qu'il a un programme. Donc, s'il veut rester uni, il faut qu'il s'attache à son programme. Ça reste, à mon avis, très basique. Ensuite, je voudrais relever quand même le coût des exonérations de charges sociales. Cotisations sociales, pardon. Qui se sont élevées à 57 milliards en 2019. Alors c'est un article du Figaro que j'ai pris, hein, donc, les références, voilà. Mais ça veut dire quand même que je pense que leurs chiffres sont bons. C'est 78. Et on est à 78 en 2024, exactement. Donc je pense que c'est parce qu'on parle des dépenses et on parle des services publics, mais il faut les financer. Donc je pense qu'il faut commencer par parler aussi des recettes. Voilà. Et ma question, elle serait aussi de savoir ce que dans le programme dans le programme du nouveau Front populaire, ce qu'il y a en ce qui concerne la fraude fiscale et la fraude sociale. J'ai lu un article de M. Sansu il y a quelque temps sur la question. Mais voilà, on sait pertinemment. Alors évidemment, moi je travaille dans les services fiscaux, donc on a bien compris que voilà, les suppressions de postes qui arrivent et qui sont massives ne vont sûrement pas aller de pair avec une vraie lutte contre la fraude fiscale telle qu'elle est aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire qu'au quotidien, on en met des choses sous le tapis et on en met des choses sous le tapis. Et j'en dirai pas plus parce que la déontologie m'oblige à me taire. Moi, je peux le dire. Ravie de vous retrouver sur scène. Moi, je voulais parler d'un paradoxe dans notre département du Cher. On est évidemment un département industriel, mais surtout un département agricole. Et je vais faire le rapprochement. Et il y a des statistiques qui ont été faites comme quoi on produisait 400% de notre potentiel nourricier pour le Cher. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de 400%, 100% ça nous suffit, et tout simplement parce qu'on a 60% qui part à l'export. Donc il y a un truc là qui ne convient pas. L'autre, c'est qu'il y a une anthropologue sociale, il y a 2 ans, Bénédicte Bonzi, qui a écrit un livre après une immersion pendant 18 mois au Resto du Cœur, qui était un cri, qui était la France qui a faim, et elle a terminé son étude, puisqu'elle a rencontré la Confédération paysanne, en se posant la question, mais pourquoi on ne met pas en place la sécurité sociale de l'alimentation, mais non pas la sécurité sociale alimentaire, la sécurité sociale de l'alimentation, bien qu'il y ait des expérimentations et qu'il y ait un projet de loi aujourd'hui, je crois, qui a été présenté par la région. Voilà. J'en ai fini. J'ai fait court. Voilà, je vais changer un tout petit peu de cadre. Il y a 30 ans, en 1994, 800 000 Hutus ont été massacrés, Tutsis ont été massacrés, pardon, sous le regard de la France, son absence d'intervention, pas que de la France, mais en France. Nous connaissons actuellement, sous nos yeux, un massacre, un génocide qui est en train de se passer à Gaza, une chose absolument abominable. J'aurais bien voulu entendre un discours militaire de la part du nouveau Front populaire. Je ne l'ai pas entendu. Pas vraiment, et ça me rend particulièrement triste. Ça
fait quand même des années que je me bats avec toutes sortes de personnes pour faire venir la justice en France. Et je suis vraiment désolé de voir que, pour des raisons X et Y, on ne va pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas, mais de voir qu'on n'est pas foutu de donner au peuple français une vision claire de la chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accepter que sous nos yeux, des enfants se fassent couper les jambes, se fassent arracher des bras, que des pères perdent leurs enfants, des femmes leur famille, etc. Comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Comment est-ce qu'on peut tolérer que le gouvernement français n'en fasse pas plus? Et comment se fait-il que le nouveau Front populaire n'ait pas un discours plus fort là-dessus? On perd notre âme. On est en train de perdre notre âme, nous autres Français et Occidentaux autour de ça. Alors, est-ce que demain, quand le massacre sera fini et qu'il restera quand même quelques centaines de milliers de personnes qui ne pourront plus habiter à Gaza, parce que c'est ravagé, il y a des produits chimiques partout. Alors, est-ce qu'on va leur proposer d'aller s'installer, comme on l'a fait avec les Juifs à la fin de la guerre, de revenir sur les terres ancestrales, où est-ce qu'on va proposer aux Palestiniens d'aller vivre? Si on n'est pas les gens aujourd'hui, là, sur leur terre, on va les envoyer à Madagascar, il faudra les gens de Madagascar à la fin. Voilà, moi, ça me révolte, là, je dis, je ne peux pas vivre avec ça. Alors, je comprends toutes les autres luttes, elles sont nécessaires, elles sont vitales. Si nous ne donnons pas l'exemple d'un peuple civilisé qui se bat pour des services publics, qui se bat pour la justice sociale, c'est pas non plus une bonne chose. Mais comment peut-on passer à côté de cette horreur? Comment est-ce qu'on peut passer à côté? Pour répondre à la première question sur l'attachement au programme, moi je fais partie des gens qui disent que le NFP s'est doté dans un temps record d'un programme solide et très riche, mais je pense qu'il faut considérer que le programme est une excellente base de travail, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que les gens du quotidien, ils ne raisonnent pas par base programmatique, ils n'ont pas dans la tête un sommaire avec des têtes de chapitres, et donc je pense qu'il faut dépasser, il faut approfondir et élargir le programme. Déjà en construisant un récit et pas seulement en partant de mesures de politique publique précises. Prenez un peu l'exemple des 1 600 € d'une part et de la régulation du droit d'installation des médecins d'autre part. Encore une fois, je pense que ce sont des bonnes mesures et moi je ne propose pas de revenir dessus, je pense qu'il faut les garder. Mais je pense qu'il faut élargir en étoffant notre programme et en l'approfondissant aussi parce que le programme est muet sur certaines choses. C'est un programme d'élection législative qui a été formulé dans un temps extrêmement court et donc il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Il y a plein de mesures qui n'ont pas été prévues aussi parce qu'il y a des choses qui sont placées entre temps. Je pense par exemple au procès de Mazan qui s'est achevé aujourd'hui. Par exemple, le programme parle très peu de la question de comment on pénalise le viol, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut continuer à approfondir dans le programme et surtout trouver à l'incarner, à l'illustrer, à lui donner de la chair, notamment en allant chercher des initiatives locales et en les mettant en lumière pour proposer de les généraliser en France. Enfin voilà, je pense que le programme est une bonne base, mais qu'il faut continuer à l'étoffer. Et aussi pour répondre à une remarque tout à l'heure sur la gauche nous a déçus. Moi je pense que le programme il doit être une bonne boussole pour proposer un vrai projet alternatif à ce qui est fait aujourd'hui et à ce qui a été mis en œuvre pendant 7 ans par le président Macron. Et je pense qu'à cet égard, il ne faut surtout pas que la gauche abandonne son objectif de proposer un modèle de société véritablement différent et pas un retour en arrière en disant c'était mieux avant. Il faut un vrai projet alternatif. Et par exemple, pour moi, un projet alternatif, c'est de dire j'assume qu'il y a des domaines dans lesquels, des domaines qu'on ne souhaite pas mettre versés au secteur privé et au monde du profit. Je pense par exemple à la petite enfance et puis à l'autre bout du spectre de la vie, au grand âge. Je pense que ça, il faut assumer qu'on souhaite extraire ces secteurs-là du domaine lucratif. Pas parce que toutes les entreprises sont méchantes, mais juste parce que l'objectif des entreprises, le principal objectif des entreprises, c'est la rentabilité. On ne leur reproche pas, on est dans une économie marchande, alors on peut parler de notre système capitaliste qui a beaucoup de limites et qu'il faut absolument réformer, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que toutes les entreprises sont méchantes, mais je dis juste qu'il y a des secteurs dans lesquels on a des besoins sociaux très importants, et bien on doit assumer de sortir ces secteurs-là du domaine lucratif. Pour moi, ça fait partie d'un modèle que la gauche doit pouvoir proposer à nos concitoyens, et que si la gauche se retrouve
à juste proposer des petits aménagements du statu quo pour réduire les effets néfastes du capitalisme, pour répondre un petit peu à la question de la transition écologique sans penser à un système global, alors on aura perdu et de nouveau on décevra les gens. Et je pense qu'il faut absolument se garder de ça. Sur la question de la fraude fiscale et sociale, vous avez à mon sens un point très important quand vous dites on réduit les effectifs à Bercy chargés de ces sujets-là. Moi je pense qu'il faut surtout pas mettre sur le même plan la fraude fiscale et la fraude sociale. Je pense que déjà sur le plan du volume, la fraude fiscale représente beaucoup plus d'argent que la fraude sociale, et je pense qu'on ne peut pas mettre les deux sur le même plan d'un point de vue philosophique et idéologique. Par ailleurs, bien sûr, il faut répondre à la question que vous soulevez sur les effectifs de poste à Bercy, mais il y a aussi qu'il faut une cohérence beaucoup plus importante de l'action publique. On sait très bien que, par exemple, les effectifs de police et les effectifs de la justice sont sous-dotés pour poursuivre la criminalité financière, on dirait élaborée, complexe. Il y a très peu d'effectifs pour les enquêtes complexes parce qu'il y a de moins en moins d'effectifs spécialisés, notamment dans la police, et ça c'est un vrai problème. On cherche du chiffre, on cherche à boucler les affaires, et bien souvent les affaires de fraude fiscale complexe, c'est long à débloquer, c'est long à élucider, et du coup oui ça coûte cher, mais ça rapporte plus d'argent aux finances publiques, mais c'est d'argent à investir, et encore une fois c'est toujours la question de la vision court terme, long terme. Il faut enfin assumer d'avoir une vision de long terme sur ces sujets aussi. Sur la question du potentiel nourricier du département, en fait, moi, ça ne me choque pas si le Cher a 400% de potentiel nourricier du département qui est couvert pour le Cher. Si le Cher peut diffuser les productions agricoles autour de lui, ça ne me semble pas être un problème, du moment que c'est bien organisé avec des infrastructures de transport, notamment du transport ferroviaire qui est en bon état avec des infrastructures correctes, ça me choque pas. Après, ce qui est évidemment choquant, c'est ce que vous décrivez sur l'expérience de la personne qui était au Resto du Cœur, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui n'ont pas suffisamment pour se nourrir aujourd'hui dans un pays comme la France, c'est absolument inacceptable. Et donc oui, il faut trouver des solutions pour ça, mais c'est un problème systémique. Il faut repenser notre système agricole, il faut repenser la façon dont les agriculteurs sont rémunérés. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs sous le seuil de pauvreté que la population moyenne en France. C'est pas acceptable. On a des gens qui travaillent 70 heures par semaine, qui travaillent tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, qui ont à peine de quoi vivre à la fin du mois. Donc ça c'est absolument inacceptable. Et puis il faut réfléchir aussi à la façon dont on produit. Quand on regarde effectivement la catastrophe écologique qui est sous nos yeux, qui n'est pas à venir, qui est sous nos yeux, alors il faut repenser notre système de production agricole, mais on pourrait en parler très très longtemps. Sur la question de Gaza, en fait, moi je partage totalement votre révolte. Je pense qu'il se passe quelque chose qui est absolument inacceptable, et qualifier cela d'inacceptable n'a absolument rien d'antisémite et n'enlève rien au fait de condamner ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi je pense que le programme du NFP était très clair là-dessus. Il abordait toutes les questions, il disait qu'il fallait condamner le 7 octobre, qualifier de terroristes les actes du 7 octobre, mais pour autant absolument refuser ce qui est en train de se passer à Gaza et ce qui s'est aggravé considérablement depuis l'élaboration du programme. Il appelait à des sanctions internationales, il appelait évidemment au respect du droit international. Je pense que la France fait preuve d'une il faut bien choisir ses mots sur ce sujet, fait preuve d'une incapacité à porter sa voix de manière plus substantielle et plus forte, et que c'est coupable. Je pense qu'il est inacceptable d'avoir des enfants, mais aussi des adultes mourir sous nos yeux. C'est inacceptable, le droit international doit être respecté. Il faut peser tout notre poids. J'ai, moi, à titre personnel, publié une tribune il y a quelques jours, peut-être 2 semaines, avec Bertrand Badi sur ce sujet, où on faisait des propositions très concrètes, au-delà de la reconnaissance de l'État palestinien, bien sûr, mais je partage votre révolte. Je pense que ce qui se passe sous nos yeux est absolument révoltant et inacceptable, c'est même insoutenable. Donc oui, il faut porter ça tous les jours, je suis d'accord avec vous, et encore une fois, il ne faut pas tomber dans une absence totale de nuances dans les discussions. Et moi, je suis régulièrement traitée d'antisémite sur Twitter, alors que j'ai pas une once d'antisémitisme en moi, parce que je dis que ce qui se passe à Gaza est inacceptable, et tant pis, mais je trouve que c'est vraiment dommage, et je trouve qu'il faut porter la complexité de ces sujets et pas avoir honte de le faire. Un tout petit mot, d'abord pour dire qu'on prend que 2 questions et après on arrête parce que
faut que Lucie puisse se sustenter avant de reprendre le train. Juste un petit mot sur Gaza. Je pense qu'on ne peut pas suspecter le NFP. Alors après, il peut y avoir des appréciations de certains députés, je suis d'accord, mais on ne peut pas suspecter le NFP de quelconque faiblesse par rapport au génocide qui se passe. Et regardez les questions au gouvernement qui sont celles de l'Assemblée et du Sénat, et vous verrez quand même que régulièrement, c'est un sujet que l'on porte avec toute la gravité qu'il faut et avec l'équilibre que vient de décrire Lucie, c'est-à-dire que aucune complaisance pour les actes terroristes et on demande l'arrêt évidemment des bombardements et on qualifie de génocide ce qui se passe à Gaza et on demande le respect du droit international mais aussi la Cour pénale internationale comme ça a été le cas. Donc on a quand même porté cela à l'Assemblée nationale. Ensuite, un petit mot sur fraude fiscale. Je ne vais pas tout dévoiler, mais d'abord, il faudra me donner vos coordonnées, je vous enverrai le rapport, parce que c'est toujours intéressant. On a fait un petit rapport avec une autre députée sur la question de l'évasion et de la fraude fiscale. Juste rappeler, ce qui est exceptionnel, c'est ce qui se passe en France et dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde des héritiers. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on voit que les plus grosses fortunes s'accumulent. Et c'est ça la question, quand on disait tout à l'heure, comment on fait pour s'attaquer aux plus riches. Moi, j'ai rien contre les riches, sauf qu'aujourd'hui, ils font pas leur richesse avec leur travail, ils font leur richesse avec leur héritage. Ce qui est un vrai souci. Quand on est une société de rentiers et d'héritiers, c'est une société qui à un moment meurt. Ça s'est toujours vu dans l'histoire. Donc il faut faire en sorte que, justement, l'héritage et la rente ne soient pas ce qui fait que les gens ont des fortunes et des patrimoines. Aujourd'hui, quand vous avez un patrimoine, il y en a 60% qui vient de l'héritage. Alors évidemment, on vous dit, attention, on taxe trop l'héritage. En fait, on ne taxe quasiment pas en France. C'est comme ça. Mais donc, franchement, c'est un sujet qui moi, me passionne. Et je donnerai notamment aux gens des finances publiques tous les travaux que j'ai pu faire. Et puis, rappelez que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les règlements d'ensemble. Parce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les plus riches qui veulent échapper à l'impôt, qui ont un petit peu fraudé, ou qui disent qu'ils n'ont pas fait exprès, ils viennent voir l'administration fiscale et ils disent on va s'arranger un peu. C'est un peu comme ça. Il y en avait 100 en 2019, on est à 321 en 2023, pour des montants qui augmentent. Et on est sûr qu'on ne récupère pas la totalité de ce qu'on pourrait récupérer. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, y compris démocratique, que la question des règlements d'ensemble. Mais je ne vais pas tout développer ici. Et puis enfin, sur le 100% nourricier ou 400%, je vois mon ami Jean Tatin devant. Si jamais il ne peut pas envoyer ses bouteilles de Quincy aux États-Unis, qui va boire notre Quincy? Nous. Mais ça, on ne pourra pas tout boire, je vous assure. Donc il faut aussi que de temps en temps, on ait aussi des agriculteurs, mais aussi d'autres, qui puissent échanger avec l'extérieur. C'est aussi une manière aussi de faire porter le génie français. Merci. Deux dernières questions. Bonsoir. Déjà, la salle est bien pleine, c'est très agréable. Toutefois, je remarque que sur les moins de 30 ans, on est à assez peu. Et c'est pour les questions, moi je vais parler au niveau du national. Monsieur Sansu, j'ai suivi vos travaux, vous êtes un député communiste, donc vous êtes anticapitaliste. Et je vais aller assez vite. Entre l'union fait la force. L'union fait la force. Partout. Mais l'union, est-ce que vous vous sentez plus proche de la France insoumise, de Coquerel, voilà, ou du PS, de Hollande qui nous a tant déçus? Et parce que là, c'est la question de l'union. Parce qu'une union qui est désunie est vouée à perdre par rapport au FN. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire, et merci à tous pour votre participation. Il y a
deux dames qui veulent parler. Là, Théo. Elles vont faire très vite, on va en prendre 3, mais elles vont faire très vite. Ok, alors moi, on a parlé d'espoir, on a parlé de faire de la politique et développer cette compétence, cette appétence plutôt même. Moi, je voudrais parler d'un service public qu'on n'a pas évoqué et qui me pose vraiment question et qui me semble être un frein, c'est le service public de l'information. Et pour donner de l'espoir et pour inciter les gens à se recharger et à croire en ses capacités d'agir et à ne pas être défaitiste, est-ce qu'il ne faut pas un service public de l'information qui peut un peu déjouer aussi dans le contexte actuel de réseaux sociaux et tout ça, et on voit combien à travers le monde les périodes électorales elles sont vite fourvoyées par les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'avais envie de vous entendre autour de ça, et il me semble que cette question-là, elle a directement à voir aussi avec les actions pour aller vers les votants RN, qui ne sont pas forcément tous des fous furieux racistes, mais voilà, tous ceux qui sont encore récupérables, si je puis dire. Voilà. Donc j'aurais eu plein d'autres choses, mais je m'arrête là parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé, et il me semble que c'est essentiel pour cultiver la paix et sortir de la culture de guerre qui est actuelle et qui nous afflige. C'est en tant que pacifiste que je vous parle. Merci. Alors moi, juste rajouter une chose sur la santé. On a parlé de réguler l'installation des médecins, ça c'est indispensable, urgent. Et aussi, au niveau des services hospitaliers, on a connu vers les années 2007, là, les plans Bachelot, tout un tas de plans, qui ont donné énormément d'argent aux cliniques privées pour se regrouper, donc sur les fonds publics, au détriment de l'hôpital public. Et on se retrouve avec un hôpital à Bourges qui n'a plus de service d'ORL, qui n'a plus de service de consultation pneumologie, la mammographie, le dépistage mammographie dans le Cher, c'est automatiquement dans le privé parce qu'il n'y a plus de service public à l'hôpital qui assure le dépistage des mammographies, du cancer. Donc je trouve qu'on a aussi un travail à faire là-dessus. Je me souviens que ça fait des années, on avait travaillé sur les revendications aussi au niveau régional, et on disait primauté à l'installation aussi des médecins à l'hôpital public. Et là aussi, je pense qu'il faut réguler, il faut réouvrir tous les services à l'hôpital public parce que les gens n'ont plus le choix. Déjà, il y a des consultations privées, ils n'ont souvent pas le choix de dépassement d'honoraires parce qu'il y a des délais. Et pour beaucoup d'interventions et de soins, les gens n'ont plus le choix. Ils sont obligés d'aller en clinique privée avec des dépassements d'honoraires. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Abolir aussi les franchises, il faut revenir à l'inscrire à 100%, voilà, tout ça. Et juste, je terminerai en disant, oui, au comité Nouveau Front Populaire. Oui, il faut qu'on s'unisse. Je vais répondre aux deux dernières questions, et puis je laisserai Nicolas répondre à la première, puisqu'elle lui était directement adressée. Sur la question du service public de l'information, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que je la trouve très importante. Il existe déjà un service public de l'information, mais il est considérablement affaibli. Il a été affaibli notamment par la réforme de son financement, puisque vous savez, on a supprimé la redevance qui était directement fléchée au service public de l'information, ce qui a conduit à fragiliser le financement et à le rendre plus incertain, et donc à faire poser une pression supplémentaire sur ce service public de l'information. De toute façon, globalement, on assiste, mais partout, malheureusement dans le monde, à une forme de vague réactionnaire qui s'en prend à la fois à l'information, aux médias traditionnels, mais aussi au monde de l'édition, puisque là, on assiste à une recomposition du monde de l'édition avec un rachat de certaines maisons d'édition par des personnes d'extrême droite, et qui cherchent à véhiculer par ces rachats des idées bien particulières, on le sait. Je pense que globalement, il faut s'intéresser beaucoup plus à cette question, et je pense que votre question est tout à fait pertinente. Je pense qu'il faut davantage réguler les réseaux sociaux, et donc évidemment, c'est pas le sens que prend l'histoire pour l'instant. On l'a vu avec ce qui se passe notamment sur X, anciennement Twitter. Pour tout vous dire, et c'est un scoop, moi j'avais réfléchi à une architecture gouvernementale pendant l'été,
pensais encore que Emmanuel Macron allait revenir à la raison. Et j'avais envisagé d'intituler le ministère de la Culture, ministère de la Culture et des médias, parce que je pense que c'est extrêmement important de montrer l'importance que les médias peuvent avoir sur notre vie collective, notre vie citoyenne, notre vie civique, et l'importance que ça a aussi qu'on en fasse un enjeu de service public. Et c'était aussi pour mettre l'accent sur ces questions-là que j'avais envisagé d'appeler ce ministère de cette manière. Sur l'aller vers les gens qui votent pour le RN, c'est tout à fait essentiel, c'est couvert par les différents sujets que je viens d'aborder très rapidement, désolé, mais c'est vrai que c'est particulièrement important parce qu'il y a plein de gens quand on fait du porte-à-porte, compris dans des zones très rurales où il n'y a pas du tout d'immigration, qui nous disent moi je vote RN, et on leur dit mais, bon, mais pourquoi vous votez pour le RN, et ils disent parce qu'il y a trop de noirs et d'arabes. Et donc on leur dit bon bon déjà tout ça déjà dans mon fort intérieur je vois pas le problème, mais vous êtes confronté aux vagues migratoires que vous les décrivez, non mais je l'ai vu à la télé. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut pas lutter? Les gens n'ont aucun problème d'insécurité, aucun problème lié aux questions migratoires, mais sont très influencés par ce qu'ils entendent à la télé, et en particulier à CNews, pour ne pas le citer, parce que c'est beaucoup ce que les gens regardent. Sur la question de la santé et de la privatisation, vous avez entièrement raison, c'est un point très important, et d'ailleurs on l'a un peu abordé dans notre réunion qu'on a eue juste avant. C'est un phénomène qui est général en fait, et ça c'est très petit. On entend beaucoup les gens de droite critiquer l'essor, l'augmentation des dépenses publiques et l'augmentation des impôts, mais ce qu'ils disent très peu, c'est qu'il y a beaucoup de ces dépenses publiques qui sont de plus en plus fléchées pour venir solvabiliser un secteur en fait qui n'est pas vraiment privé, qui est privé dans ce qu'il propose aux gens, dans la façon dont il faut payer les gens, mais qui en fait est public parce que solvabilisé en grande partie par la puissance publique. C'est le cas de la santé, mais c'est aussi le cas de l'éducation, puisqu'on sait qu'il y a une grande partie, que l'école privée sous contrat est en grande partie financée par la puissance publique, et qu'il y a plein d'autres dispositifs liés à l'éducation qui sont financés par la puissance publique, mais personne ne le dit. Par exemple, les cours du soir, qui sont quand même accès, pour lesquels il y a beaucoup, c'est plutôt des familles privilégiées qui ont accès, disons, ça c'est financé par du crédit d'impôt. Et donc, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui bénéficient de crédit d'impôt, c'est les gens qui payent les impôts, et c'est plutôt des familles favorisées qui ont recours à ce type de dispositif. C'est le cas partout dans les services publics. En fait, on a une solvabilisation de cette offre privée qui non seulement ça pose des questions parce qu'elles sont accessibles qu'aux gens qui ont les moyens de se les payer, mais en plus ça se fait, vous le disiez très bien, au détriment de l'offre publique. C'est-à-dire que pour la santé, on voit que se développent des cliniques privées qui vont aller prendre les actes les plus rentables, c'est-à-dire qui coûtent le moins cher à faire, qui sont les beaucoup plus systématisés, automatisés, qui sont aussi prévisibles. Et donc ils prennent ce type d'actes de santé et ils laissent à l'hôpital public les cas les plus compliqués, les urgences. Et ils prennent aussi les publics, par exemple les publics qui sont bénéficiaires de l'AME, alors que l'hôpital privé en prend très peu. J'ai découvert récemment dans un rapport transpartisan, donc EELV, LREM, sur la psychiatrie, que c'était aussi le cas dans la psychiatrie. Il y a de plus en plus d'établissements psychiatriques privés qui ouvrent et qui ne prennent en charge que les pathologies les moins lourdes, là où les pathologies psychiatriques très sévères et très graves se retrouvent à l'hôpital public qui est sous-doté, et donc dans des conditions absolument effroyables. Et donc vous avez tout à fait raison de souligner ce phénomène, et je trouve que c'est vraiment important que la gauche s'empare de cette question-là, parce qu'encore une fois, il s'agit de finances publiques, de dépenses publiques qui vont au service d'une réduction de la justice sociale et d'un accroissement des inégalités, et ça c'est pas tolérable et ça coûte beaucoup d'argent. Alors, je vais dire un petit mot, mais je vais d'abord passer la parole à Irène Félix, la meilleure d'entre nous. Merci pour cette ultime dérogation, Nicolas. On a eu un échange sur les questions de programme qui était très riche, et on voit bien que c'est pas là-dessus qu'on aura le plus de difficultés à échanger, à trouver des points de convergence. C'est facile, on l'a fait pour le Nouveau Front Populaire, en quelques jours vous l'avez fait, c'était relativement facile. Ça fait 28% des voix, 29 dans cette circonscription. On est au-dessus de la moyenne, 29. Comment on fait pour passer de 29 à 50 ? Est-ce que on se retrouve, on discute entre nous, en attendant le jour où on fera 50, en construisant un jour où on fera 50, moi c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Alors vous avez évoqué des pistes en matière de méthode, vous avez parlé de récit,
de comité Nouveau Front Populaire. Bon, je pense vraiment qu'il faut qu'on creuse ces questions-là, qu'on creuse la question de l'économie industrielle, qui est quand même aussi... Parce que, voilà, ici, on est aussi entre gens qui sont des spécialistes du service public, qui ont travaillé dans le service public, mais il y a aussi des gens à qui on a du mal à s'adresser, qui travaillent dans les entreprises, qui voient fermer leurs entreprises, qui voient le chômage partiel dans leurs entreprises. Et on a besoin de s'adresser aussi, me semble-t-il, à eux. Et puis, dernier point sur lequel j'ai vraiment envie de vous entendre, c'est qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant, monsieur le député? Du coup, elle veut rien dire. Je vais répondre parce que il y a deux choses. D'abord, aux collègues, si j'ai bien compris, de la France Insoumise, moi, je crois en l'union. Je ne crois pas dans les deux gauches irréconciliables. Je n'y crois pas. Et je suis un trait d'union. Et je suis très fier quand je peux, à un moment, servir à ça. Je pense que je fais œuvre utile quand dans la même salle, on peut mettre des insoumis, des écologistes, des communistes, des socialistes et des gens non encartés, des syndicalistes, des gens des associations, des militants de la chose publique. Parce qu'on a vu tout à l'heure notre conseillère municipale, elle dit je ne fais pas de politique, elle est juste conseillère municipale. Donc c'est des militants de la chose publique. Et ça m'intéresse. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait, Irène? 28, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que 10, 10, 4 et 4. Voilà. Je le dis comme ça. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que 10, 10, 4 et 4, ça ne va pas au bout. Hein. Ça, on en est sûr. Et la question, à mon avis, majeure, c'est qu'on a quand même levé un espoir. Il faut qu'on dise, il était ce qu'il était, mais on a levé un espoir, et que ne pas contribuer à consolider et solidifier cet espoir, ce serait une erreur. En quelque sorte, je crois qu'il faut remplir le fond de la bouteille et déjà arriver à conserver ça, de Quincy ou d'autres choses. Mais c'est très très important, parce que j'entends bien comment on fait pour aller à 50, derrière, il peut y avoir plein de questions derrière cette question. C'est est-ce qu'on élargit notre spectre, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quelques fondamentaux qu'il faut préserver, l'abrogation des réformes des retraites, la question du pouvoir d'achat, la question de la justice fiscale, et comme l'a dit Lucie, il y a des choses qui sont majoritaires. Quand on parle de justice fiscale, je ne crois pas que ça concerne que les électeurs du nouveau Front Populaire. Quand on parle d'abrogation de la réforme des retraites, ça ne concerne pas que celles et ceux qui se sont prononcés au premier tour pour les candidats du nouveau Front Populaire. Donc il faut au moins garder ça, parce que si on ne garde pas ça, je vais vous dire, hein, l'affaire elle est réglée. Hein. Donc moi, je pense à ça. Et si je propose aujourd'hui qu'on crée un comité nouveau Front Populaire qu'il faut élargir et qui permette de gagner, c'est aussi ça l'objectif. Et la méthode, elle a été donnée par Lucie, mais elle a été donnée par le nouveau Front Populaire dès juillet. C'était quelques mesures phares. C'est pas le programme, tout le programme, rien que le programme. C'est pas ça, ça n'a pas de sens. C'est des mesures phares sur lesquelles, d'ailleurs, il n'y avait pas de désaccord. Et ensuite, une méthode de gouvernement pour trouver des majorités projet par projet. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Moi, j'y crois. C'est-à-dire que, par exemple, ça a été dit, mais sur la question de la désertification médicale, on a travaillé, y compris avec un député que connaît bien Lucie, puisqu'elle a travaillé avec lui un petit peu. Bon, elle a eu des contacts qui s'appellent Loïc Kervran, dans le Cher, un député avec qui on a travaillé ensemble sur la question de la désertification médicale. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent trouver des majorités. Je ne dis pas qu'un budget est facile hein, dans ce cadre-là. Je ne dis pas qu'un budget est facile. Mais je crois que, par exemple, quand Michel Barnier disait qu'il faut trouver 60 milliards d'euros, il y a plusieurs manières de trouver 60 milliards d'euros. C'est tout. Et c'est là-dessus qu'il y a débat à un moment. Oui, il faut trouver 60 milliards d'euros. Est-ce qu'on les prend à nos 147 milliardaires pour partie
ou est-ce qu'on pense qu'il faut diminuer encore les dépenses sur la recherche, parce que c'était quand même ça, hein, sur l'enseignement supérieur, etc., etc. Il y a un vrai débat. Mais ce débat-là, il faut le mener pas seulement à l'Assemblée, dans la population. Dans la population. C'est comme ça qu'on gagnera. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées. Soit on arrive à un moment à être ensemble et à enclencher une dynamique qui permette de passer de 28 à 30, à 32, à 34, à 1, et on enclenche une dynamique. Soit on pense que tout est figé dans le paysage politique, et aujourd'hui, on n'a pas vocation à gouverner. On n'a pas vocation à gouverner, c'est ça. Et moi, je ne me résigne pas à ne pas avoir vocation à gouverner, et qui plus est, à gouverner en modifiant les choses, en changeant la vie. Parce que si c'est gouverner pour gouverner, ça a déjà été fait, et on voit les drames auxquels ça nous amène, parce que les déceptions et les risques de rejet et le risque du Rassemblement national. Donc, essayons à un moment, et on va être précurseurs, hein, il y a quelques comités Front Populaire en France, pas beaucoup, mais moi je vous invite tous à dire comment on fait à la rentrée en février pour faire quelque chose qui nous permet de porter ici, dans cette circonscription, dans ce département, un vrai projet qui montre, et encore une fois, à nos chefs à plumes à Paris, que ce n'est pas leurs bisbilles qui vont nous empêcher à un moment d'avoir envie de changer la vie. Voilà, merci. Je n'ai rien à rajouter à ce que dit Nicolas parce que je suis d'accord avec chacun de ces mots. Et je voudrais juste conclure en vous remerciant pour votre présence ce soir et pour la qualité de nos échanges et pour le caractère chaleureux de votre accueil. Et puis un petit mot pour remercier Nicolas pour son invitation à nouveau et remercier aussi toute son équipe qui s'est mobilisée pour organiser cette réunion, monter le déplacement, etc. Merci à tous pour votre efficacité et votre gentillesse. Évidemment, il y a quelques petites agapes, vous êtes invités à partager. Oui.